at 583 last way star, runway 26 left. The frequency is 12547. The rest is unchanged. 882, you were not cleared for takeoff. What are you doing? Now, question. Has the ramp people working on it. 583 last way star, runway 26 left. Radio's down. No radar. Bonsoir à tous et bienvenue dans Ground Frequency. Nous sommes la saison 2 de votre émission bimensuelle d'aéronautique. Et donc on a plaisir de vous retrouver pour cette deuxième saison après pas mal d'émissions en première l'année dernière. On s'est dit que ça valait le coup de continuer. Donc nous voilà ce soir pour notre grande rentrée. Avec donc à mes côtés Alexandre. Eh ben, salut à tous, quel plaisir de revenir après ces quelques mois de pause qui étaient nécessaires pour reprendre un peu d'inspiration. Ravi de retrouver l'Aéroclub de France, Mais petit surtout studio. ravi de te revoir Antoine. Oh, un plaisir Alexandre. Petite pensée pour Joris qui est à la technique aujourd'hui et qui n'est pas à faire l'introduction. Mais vous le retrouvez dans les prochaines émissions, ne vous inquiétez pas pour ces fans. Et donc ce soir nous avons le plaisir de recevoir donc Lenny et Christophe, deux jeunes élèves pilotes, qui sont venus nous parler d'un projet qui leur tient à cœur, Tour d'Europe en avion. Bonsoir à vous. Bonsoir. Alors, votre projet il s'intitule Les ailes de demain et c'est un tour d'Europe en avion léger avec pas mal d'étapes lors desquelles vous souhaitez un peu partager votre passion de l'aéronautique. Alors, on aura le temps d'y revenir en détail, mais si vous deviez un petit peu le pitcher en une minute, qu'est-ce que ça donnerait? Voilà, juste décrire très rapidement votre projet. Alors, Les ailes de demain, en fait, c'est une initiative qui vise à promouvoir la culture aéronautique française en un maximum de destinations en un minimum de temps. Donc, c'est 17 destinations en France ainsi qu'en Europe pour promouvoir les métiers de l'aéronautique et les supports aéronautiques gratuits français comme le BIA qui n'existent qu'en France pour garantir un petit peu cet accès à la culture pour tout le monde et faire découvrir aussi le métier de pilote de ligne. voilà, exactement, il a tout dit. Non, je n'espère pas tout parce qu'on a quand même Oui, une interview derrière, une bonne partie. Merci pour cette petite introduction, puis vous êtes venus avec les tenues de NAF pour le tour, vous les avez reçues à temps. Et on aura le temps de voir un petit peu les sponsors, on reviendra sur tout ça, mais ceux qui sont habitués peut-être du tour aérien des jeunes pilotes connaissent ce genre de tenue pour les tours en avion. C'est clair. Et bien c'est parti, lancement de l'émission, on va commencer par la revue de presse. Alors, je me suis permis de revenir sur pas mal d'articles tout au long de l'été, c'est pas uniquement les dernières semaines. Et je vais commencer avec quelque chose qui commence un petit peu à remonter, mais on avait reçu lors des dernières émissions de Ground Frequency en juin plusieurs intervenants au sujet d'Ariane 6. On avait eu Frédéric Masson du CNES, on avait eu Stardust, donc Vincent, qui était venu nous parler un petit peu de spatial. Et on avait aussi Philippe Kécut du l'Atmos, laboratoire sur l'atmosphère. Donc voilà, on avait beaucoup parlé d'Ariane 6 et c'était juste avant le lancement. Et il se trouve que son vol inaugural s'est très très bien passé, donc début juillet. Le programme avait eu pas mal de retard, et entre autres 4 années de retard quand même, donc il y avait beaucoup d'attention sur Ariane tout début juillet pour le premier lancement. Donc il y a une petite image qui s'affiche de ce beau lancement. Toute l'Europe attendait avec impatience le retour de notre accès, de notre autonomie pour l'accès à l'espace. Alors, ce premier lancement, ça a été une réussite en dépit d'un tout petit accroc en fin de mission, à savoir, maintenant il y a un étage rallumable sur Ariane, et donc en fin de mission, il devait se rallumer une dernière fois, ça n'a pas eu lieu. Alors je vous invite à aller voir notre émission avec Frédéric Masson, qui expliquait ça très bien sur tous les enjeux de ces propulseurs rallumables. Donc voilà, c'était un lancement réussi malgré ce petit accroc, et maintenant il y a beaucoup de challenges à venir pour Ariane, donc c'est déjà continuer sur cette lancée pour produire les futures fusées et avoir les prochains lancements, et arriver à être compétitif face aux acteurs comme Elon Musk, qui ont fortement réduit les coûts d'accès à l'espace. Donc voilà, beaucoup de challenges pour Ariane 6, et on suivra tout ça dans Ground Frequency, avec aussi pas mal de micro-lanceurs et des lancements qui sont prévus déjà cette année en Guyane pour les micro-lanceurs européens. Donc voilà, première news sur l'espace, et faire le lien avec nos dernières émissions. On avait parlé quand même 3 fois de spatial en très peu de temps, donc j'espère que vous connaissez tout d'Ariane 6. Avec toutes tes infos bien sûr qui deviendront tous incollables je pense sur le spatial. Évidemment. Alors on va passer sur le deuxième article avec donc les Jeux Olympiques, donc l'aérien et les Jeux Olympiques.
On a quand même eu beaucoup de complications pour l'aéronautique cet été avec les Jeux Olympiques. Il y avait beaucoup de questionnements sur quel va être le trafic, est-ce que les passagers seront au rendez-vous, comment ça va se passer au niveau de la sécurisation de l'espace aérien. Alors le premier point, c'est cet article avec le directeur d'aéroport de Paris qui évoque que les Jeux Olympiques ont eu un effet neutre au niveau des aéroports en termes de trafic. Donc il y avait une petite question de savoir s'il y aurait beaucoup moins de passagers dans les aéroports avec un effet d'évitement de Paris, ce qui n'a pas eu lieu. Il y a une petite différence entre des personnes, il y a eu plus de correspondance et moins de personnes qui avaient comme destination Paris, mais du coup ça s'est globalement équilibré, il n'y a pas eu de gros déficit là-dessus. Donc c'était la première, c'est ce qui était attendu d'ailleurs par rapport aux d'autres Jeux Olympiques comme à Athènes ou à Londres selon Augustin de Romanet, PDG de ADP. Faut savoir que par contre au niveau des compagnies aériennes c'est pas exactement pareil. Air France avait alerté avant le début des JO sur une potentielle réduction du nombre de passagers. Et effectivement, les compagnies aériennes françaises ont eu une légère réduction de trafic par rapport à d'autres étés. Voilà, comme c'était pour citer les mots du directeur général d'Air France KLM, ça a été un été un peu atypique. Il y a eu un effet d'évitement quand même de Paris, mais il se projette quand même sur le long terme avec une grande attractivité de Paris à long terme en termes d'image suite aux Jeux Olympiques. Alors la dernière nouvelle au sujet des JO, ça reste la sécurisation, il y a eu quand même pas mal d'interceptions aériennes. Ces interceptions aériennes, ça restait plutôt des drones ou alors un petit pilote privé qui a légèrement effleuré certaines zones interdites. Il n'y a pas eu de gros incidents. Mais il faut savoir qu'il y a quand même quelques petites anecdotes que vous pouvez trouver sur Internet de pilotes privés qui se sont retrouvés en garde à vue. Voilà, je pense à tous ceux qui nous suivent, qui sont pilotes, qui ont été même 2 minutes dans une zone restreinte JO et qui se sont retrouvés à passer plusieurs heures en garde à vue. Et avec les complications au tribunal, etc., qui se suivent. Donc voilà, il fallait rester très vigilant et ne pas se faire avoir par tout ça. Et certains, malheureusement, se sont fait piéger. Donc voilà, donc les JO, que ce soit les aéroports, compagnies, pilotes privés, je pense qu'on en a fait le tour. On va pouvoir passer à la nouvelle d'après. Non, ça va, vous n'avez pas volé trop proche de Paris pendant les JO, vous n'êtes pas... Non, vous n'êtes pas impacté. Pas sur Paris. Donc ça va. Ça va. Donc je vais passer au 3e article, au sujet des compagnies aériennes. Donc là, je sors vraiment du cadre uniquement français, mais plutôt au niveau européen. Alors, il faut savoir, donc, dans cet article de la Tribune, que toutes les compagnies aériennes n'ont pas été logées à la même antenne pendant l'été, avec certaines qui ont clairement eu plus de trafic que d'autres. Il faut savoir qu'on a eu, dans l'ensemble, sur tous les aéroports européens, une hausse de plus de 5% par rapport à l'été dernier, donc ça reste une bonne dynamique du trafic aérien. Par contre, certains pays ont eu beaucoup plus de trafic, d'augmentation de trafic que d'autres, à savoir la Pologne, la Grèce, le Portugal et l'Italie, qui ont eu des croissances à 2 chiffres, comme vous pouvez le voir dans cet article, par rapport à donc, la référence du secteur, c'est l'été 2019, donc avant le Covid, alors que d'autres pays comme la France et le Royaume-Uni sont restés stables, et l'Allemagne, par contre, d'autres pays comme l'Allemagne, la Suède, la Finlande, pour pas mal de raisons, entre autres la guerre en Ukraine, des changements structurels du marché, ont eu de fortes réductions. Donc voilà, dans l'ensemble, au niveau des aéroports européens, c'est resté assez stable. Par contre, il faut quand même regarder localement ce qui s'est passé pour analyser un petit peu les prochains étés pour les compagnies. À savoir que c'est toujours une grosse période et il y a toujours beaucoup de tensions les compagnies aériennes à ce moment-là. À savoir, une toute petite dernière info au niveau du transport aérien, c'est une petite inquiétude en France au sujet de l'augmentation des taxes sur les vols au départ de la France. Donc voilà, c'était un petit peu le bilan à la fin de l'été, cette mesure qui commence à être évoquée par le gouvernement, d'augmenter les taxes à la fois pour les vols longue distance et les vols courte distance au départ de la France. Donc voilà, on en reparlera dans les semaines à venir parce qu'il y a encore beaucoup de discussions, ils sont encore en train d'itérer, mais en tout cas les fédérations nationales de l'aviation, la Fédération nationale de l'aviation et de ses métiers est en train de discuter avec le gouvernement pour voir ce qui va se passer. Donc voilà pour les compagnies. On continue avec un petit article sur Boeing. Donc on en a beaucoup entendu parler cet été. Il se trouve que le fait majeur de cette rentrée, c'est la grève chez Boeing. Donc le 13 septembre, il y a quand même 33 000 salariés qui ont cessé le travail. Ils ont tous rejeté un nouvel accord de la direction qui proposait d'augmenter les salaires de plus de 20%. Après, ils ont été jusqu'à 25%. Enfin, voilà, il y a eu plusieurs itérations, plusieurs échanges, mais actuellement, ça fait quand même presque un mois, en tout cas 3 semaines. Et les discussions sont toujours bloquées entre Boeing et la direction, à savoir que la production des 737 et des 777 est totalement à l'arrêt. Donc il y a encore des livraisons, on a pu voir ces temps-ci, ils continuent de livrer parce qu'il y a des avions qui étaient prêts, c'est pas exactement la même chose, mais la production est quand même fortement ralentie et il y a des usines juste entièrement à l'arrêt. Donc voilà, à voir ce qui va se passer. En tout cas pour Boeing, c'est
ça arrive pas spécialement au bon moment. Ils aimeraient bien, hein, surtout fin de l'année, tenir l'objectif de livraison, etc. À voir ce qui va se dérouler. On passe de Boeing à Airbus avec une petite image du XLR qui a été certifié donc, dans l'été. Donc le A321 XLR, il est appelé le Game Changer. Voilà, c'est un avion qui vient vraiment se situer entre le marché des moyens courriers, mais qui va avoir donc une capacité pas énorme d'emport de passagers. Par contre, il va pouvoir aller très très loin. Niveau des chiffres, si je les retrouve dans mes notes, voilà, c'est 16 000 litres de carburant additionnel, ce qui lui permet d'aller 1300 km de plus loin que l'A321 Long Range. Donc voilà, ça lui permet maintenant de couvrir des destinations entre des plus petites villes avec d'autres villes très très éloignées. Et pour certaines compagnies aériennes, ça va vraiment être une nouvelle manière de définir des lignes. Donc voilà, à suivre quelles vont être les livraisons, quelles compagnies vont vouloir ouvrir quel type de ligne, mais c'est vraiment une nouveauté pour l'industrie. Et voilà, Airbus après aussi a eu beaucoup de difficultés à le certifier, entre autres avec les problèmes de Boeing. Les autorités de certification ont été beaucoup plus regardantes. Et actuellement, c'est vrai qu'il est certifié uniquement en Europe. La FAA, donc l'autorité américaine, prend un petit peu plus son temps, le temps de valider que tout va bien. Donc il faut savoir que maintenant, pour certifier un avion, c'est encore plus regardé qu'avant, suite aux problèmes récents. Eh bien, on va passer, après ces news sur le secteur aérien et l'aviation de ligne, on va passer à la plus petite aviation avec la Voltige, qui, vous le savez nous tient à cœur chez Ground Frequency, avec le titre de Florent Audon au championnat du monde Unlimited de voltige aérienne. Donc c'était en Pologne, du 15 au 24 août, et donc Florent Audon est désormais double champion du monde de voltige. Donc c'est un bel exploit. Il faut savoir que, comme on peut le voir sur cet article d'Aerobuzz, que la France a terminé sur tous les podiums à ces championnats du monde. On n'a pas eu la première place à chaque fois, mais on a vraiment une très belle performance. L'équipe de France, par équipe, et dans le classement par équipe, est championne du monde aussi. Donc voilà, une très belle performance de nos Français. Il faut savoir que dans le top 10, alors je ne sais plus exactement, mais il y a peut-être que 2 ou 3 pilotes étrangers. Il doit y avoir 7 pilotes français dans les 10 premiers, quelque chose comme ça. C'est vraiment... on a une très forte densité de l'équipe de France, et pour ceux qui aiment la voltige, c'est un régal. Et la petite image que vous aviez, c'était à la Coupe Icare, entre autres, où ils nous ont fait un beau petit passage en formation au-dessus des montagnes, assez sympathique. Petite mention aussi du championnat Advanced, où les Français ont un petit peu buté sur les Roumains. Donc voilà, la France est une forte nation de voltige, mais la Roumanie a aussi pas mal un bon vivier de pilotes. Et donc nous avons laissé le titre de champion Advanced aux Roumains. Donc voilà, la suite au prochain épisode. Est-ce que l'équipe de France arrivera à reprendre ce titre ? Eh bien, c'est parti. Alors, je me perds dans mes notes. Ah oui, donc voilà le dernier article. Donc, on a 2 pilotes ici qui vont nous parler de leur tour européen, mais je voulais mentionner avant l'Electro Tour. Donc, c'est 4 jeunes pilotes qui ont relevé le défi de faire un Tour de France en avion électrique avec un Vélis Electro. Donc, ils ont fait ça en juillet pendant 15 jours. Alors, là où c'est vraiment remarquable, c'est en termes de planification de la navigation, parce qu'un avion électrique, le Vélis Electro, a globalement 1 heure d'autonomie. On enlève 30 minutes de réserve, il reste plus que 30 minutes de vol. Donc ils ont vraiment dû faire énormément de sauts de puce pour arriver à faire boucler leur Tour de France. Il y avait un van électrique en parallèle qui les accompagnait pour le convertir, pour avoir la densité, la puissance pour recharger l'avion. Donc voilà, vous voyez sur la carte le nombre de stops. Ils ont dû vraiment trouver le chemin où on pouvait relier le plus facilement un nombre incalculable d'aérodromes. Alors j'ai pas le chiffre, mais il y en a vraiment énormément. Il y a eu 54 étapes, si j'ai le chiffre du coup, 54 étapes. Et c'est 50 heures de vol et 2600 km. Donc voilà, mettre en regard du tour que vous allez nous donner les détails après. Mais voilà, bel exploit, et ça a permis aussi de faire connaître l'avion électrique dans pas mal d'aéroports. Ce qui est fou aussi, c'est au niveau logistique, faut pouvoir amener les bornes de recharge, quoi. Exactement, du coup, d'où le petit van qui les suivait. Ils se relayaient 2 dans le van, 2 dans l'avion, et hop, à chaque fois ils changeaient. Et ils ont réussi à faire leur tour comme ça. Dernière petite actualité, donc c'est du militaire. Je te laisse la main, Alexandre. Bon, merci Antoine. On va parler des 60 ans des FAS, les Forces aériennes stratégiques. On a fêté mardi les 60 ans de la première prise d'alerte nucléaire aéroportée. C'était un Mirage 4. C'est le pilier de la dissuasion nucléaire. Mais tout ça, on va en reparler juste après dans ma petite chronique militaire. Eh bien, merci Alexandre. Tu fais un petit teasing de ce qui va se passer après. Eh bien, c'est parfait. On a hâte d'entendre ta chronique. Eh bien, revue de presse, c'est terminé. J'espère que, on n'a pas pu balayer tous les articles de ces 3 derniers mois, puisqu'on a notre petite pause estivale, mais vous inquiétez pas, maintenant, comme on revient toutes les 2 semaines, vous aurez toutes les news régulièrement. Et on va pouvoir passer à l'interview.
Vous avez hâte de nous présenter votre projet? Ça va? Très Paré? Eh bien, je vous propose qu'on commence par, si vous voulez vous présenter individuellement, dire qui vous êtes et comment est née votre passion de l'aérien. Voilà, dresser un petit peu le portrait de comment est-ce que vous vous retrouvez aujourd'hui autour de cette table à nous présenter votre projet. Avec plaisir. Commencer ? Je t'en prie. Ok, ça marche. Moi, c'est Lenny, du coup. Je suis né dans le sud de la France, à Toulon, et puis j'ai eu mon bac scientifique en 2022, et après ça, je me suis tourné vers une école de pilotage où j'ai rencontré Christophe. On s'est rencontrés là-bas. Après, en 2 mots, pour expliquer comment m'est venue la passion de l'aéronautique, je pense que pour moi, il y a eu 2 éléments principaux pour la faire rapidement. Je pense que tout d'abord, quand j'étais petit, j'étais très passionné par l'aérospatiale, surtout dans un premier temps. Et donc je m'étais intéressé à tous les astronautes, à plein de sujets divers et variés sur l'aérospatiale. Et donc quand j'étais jeune, il y avait un monsieur qui est juste ici en photo sur la table, Monsieur Pesquet. Et donc Monsieur Pesquet, je me suis inspiré de son parcours. J'ai vu que du coup j'ai découvert quand j'étais petit qu'il était pilote de ligne, qu'il avait fait les cadets d'Air France. Et donc ça m'a donné envie de faire comme lui. Voilà, c'était un rêve de gosse. Et maintenant, pour le deuxième élément, je pense que ça a été aussi un gros déclencheur. C'est quand j'étais petit, j'ai eu la chance de partir sur un vol long courrier. Et j'ai eu la chance de voir le cockpit je crois que c'était un 330 à l'époque. Ah. Un 330. Et j'ai vu donc ça de mes yeux de petit garçon. J'ai vu tous ces boutons, toutes ces lumières, et je pense que c'est là que je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Et après, tout a découlé de là, la passion, la recherche, etc. Ça a créé la petite étincelle. Exactement, c'est ça. Mais du coup, tu disais comme Thomas Pesquet, mais toujours quand même pilote de ligne. T'as pas Bien eu sûr. envie ou est-ce qu'à un moment l'idée plutôt du spatial te faisait... Parce que c'est vraiment un rêve. C'est pas quelque chose de concret. Non, mais ça marche. Oui, mais oui. il y avait quand même la tête. C'était dans les étoiles. ça part de là en quelque D'accord. sorte. Voilà. Eh ben, c'est très très intéressant. À ton tour. Alors, moi, Christophe, pareil, je viens du sud, mais pas trop du même. Moi, je suis né à Cagnes-sur-Mer, donc plus du côté de Nice. J'ai fait le lycée général, pareil, bac scientifique en 2022. Après un bac scientifique, je suis parti en école de pilotage sur Paris. C'est là où j'ai rencontré Lenny, comme lui. Après ça, tous les deux, on s'est liés d'amitié dans cette école et on a de suite voulu faire plus de projets ensemble et on a eu à peu près les mêmes visions sur certaines choses. Et c'est de là que s'est construit cette petite idée du tour qu'on a aujourd'hui. Moi, personnellement, pour la passion de l'aéronautique, c'est à peu près comme Lenny, sauf que c'est dans un contexte différent. Il se trouve que mes grands-parents habitaient à Paris, là où je suis actuellement dans mon logement étudiant. Donc je prenais souvent les classes UM chez Air France. Je faisais les retours entre Nice et Paris. Et un beau jour, à force de me voir tous les 4 mois, ils se sont dit pourquoi pas lui faire visiter le cockpit. Okay. Et pareil, c'est là que la passion est née, je pense. Alors ça a été longtemps une désillusion pendant le lycée parce que souvent les gens pensent que c'est un métier inaccessible et que c'est très difficile d'accès. Et c'est en grandissant que j'ai compris que c'était quand même atteignable. Et c'est aujourd'hui avec ce tour qu'on veut montrer que c'est atteignable pour tous. Eh ben, c'est super. Du coup, la première étincelle d'aéronautique et après l'envie de continuer. Donc du coup, vous aviez parlé un petit peu du lycée, du BIA. Vous avez pu faire le BIA au lycée? Vous avez poussé la porte d'un aéroclub? Comment ça s'est passé un petit peu les tout débuts Alors pour ma part, moi, j'ai pas passé le BIA. D'accord. Mais Donc l'aéronautique, l'aéroclub, ça arrive après. En fait, vraiment Voilà. école de pilotage directement. En fait, alors moi, j'avais commencé en aéroclub pendant ma première et terminale. D'accord. Et après, du coup, donc, ça a confirmé l'envie de devenir pilote. Et du coup, c'est pour ça que je suis allé à l'école. D'accord. Et tu avais commencé un PPL avant de... Exactement, oui, j'avais bien. commencé un PPL. J'ai commencé directement par ça. Ok. Voilà. Et donc pour toi? Alors pour moi, j'ai poussé les portes d'un aéroclub. J'ai fait mon premier vol à 15 ans, je crois. Et de suite, ça m'a plu. J'ai voulu faire le BIA, mais je l'ai fait un peu tard. J'étais plus dans la pratique que la théorie, et je pense pour beaucoup, parce que c'est là qu'est le vrai plaisir. Un petit peu réticent à aller suivre les cours BIA et apprendre, mais finalement, c'est venu. En première, j'ai été demandé à mon lycée de passer le BIA, mais il se trouve qu'ils ne le proposaient pas. Il fallait descendre jusque Nice, et ils m'ont dit gentiment que non seulement ce diplôme il n'était pas très important, mais qu'il n'y avait plus de place, et que du coup, il fallait attendre l'année prochaine. Et grâce à mon aéroclub, j'ai eu les supports théoriques et j'ai pu le passer en candidat libre à Nice. Et j'en garde un très bon souvenir parce que c'est vraiment super intéressant du point de vue qu'il soit historique ou connaissance de l'aéronef. Ça a retrouvé en parallèle ce que je faisais pour le PPL
au même moment avec cet aéroclub. Ah bah, super, ouais. Je pense que c'est quelque chose. C'est toujours intéressant de recevoir des jeunes pilotes à ce point-là. C'est que ce soit des ingénieurs, des pilotes. Dans le secteur aéronautique, on rencontre beaucoup de personnes où c'était comme ça. C'était au lycée, avant, après d'ailleurs, ça dépend. Mais cette première base commune de connaissances au niveau de l'aéronautique qui permet un petit peu de donner cette envie d'aller plus loin et de soit s'orienter vers des carrières où on construit les avions, de les piloter, n'importe quoi, de compagnie aérienne aussi et de s'arranger à ce qu'ils volent comme il faut. Bref, c'est Tout à toujours fait. intéressant. Et ben, je pense qu'on a vu où vous en êtes au niveau du début de la passion pour l'aéronautique. Et donc, cette école de pilotage, vous êtes vraiment juste après le bac, vous êtes dit, bon, bah là, qu'est-ce que j'ai les options sur la table pour devenir pilote de ligne? Vous êtes dit, on va à Paris en école de pilotage. C'est ça. C'est ce qui est exactement. ressorti. Oui. D'accord. Certains, c'était vraiment la voie, oui, c'était le plus simple, ce qui vous arrangeait le mieux, parce que tu parlais un petit peu de désillusion tout à l'heure, qui ça te paraissait inatteignable, tu connaissais pas ces écoles ou C'est ça, en c'était- fait, beaucoup de gens, quand on demande comment est-ce qu'on fait pilote, il n'y a pas trop la question du privé qui vient sur la table. Parce que, évidemment, c'est onéreux, c'est compliqué. Mais finalement, si on se renseigne, c'est possible. Alors, c'est pas facile. Mais moi, j'avais prévu en parallèle, c'était soit j'allais dans cette école à Paris, soit j'avais une place en prépa avec un ami à Valbonne, et après, je partais sur Cadet ou l'ENAC. un peu les deux grands cursus, C'est ça, soit exactement. prépa et les écoles, que ce soit ENAC ou Air France, entre autres, ou alors la voie privée. C'est ça. D'accord. Donc, tu avais ces deux options sur la table et tu t'es dit, hop, plutôt en école. C'est ça, C'est plutôt ça, en ouais, école, parce que l'école, on a eu à la fois la réponse avant. En plus, ce qu'ils proposaient, c'était assez intéressant d'un point de vue gain de temps et C'est ça. c'est gain de... Oui, oui. Puis pour les cadets et les NAC, en général, il faut avoir fait une prépa ou avoir la TPL, il me semble, pour les critères de rentrée. Et nous, on sortait tout juste du bac, donc soit on enchaînait avec une prépa et on était sûr, entre guillemets, de pouvoir essayer de rentrer, ou alors on partait directement en école faire notre rêve. Donc moi, pour ma part, c'était comme ça. Je sais pas Oui, si- c'était C'est la comme voie ça directe aussi. pour Voilà, vraiment exactement commencer à ça. mettre les pieds dans l'avion C'est ça. rapidement. Oui. Et c'est les Tout à modules. fait. Parce que par exemple, quand on s'engage dans une école comme ça, il vous dit ça va prendre ce temps-là, on s'engage sur quel Exactement. temps, quelle durée là, par exemple dans votre cas, vous aviez pas encore le PPL ou vous l'aviez déjà avant l'entrée On dans n'avait l'école pas encore, mais on était T'es- proche de Ouais, l'avoir. on était D'accord. proche de l'avoir. Alors, normalement, une école classique de pilote, c'est 2 ans. Tout compris, hein, jusqu'à la Tout compris, oui, dernière. bien sûr. Ok. Et donc là, vous êtes un petit peu plus longtemps, non? Vous partez sur 2 ans, c'est ce qui va se passer. Non, Un peu nous, plus. c'est un petit peu plus. Un peu plus, Ouais. ça marche. Bah, n'hésitez pas, hein, si dans le Oui. chat tu vois passer des Dans le choses, si chat, tu as envie d'intervenir, Alexandre, n'hésitez pas. J'espère que ça vous intéresse. On a pas mal de monde, donc bienvenue à tous. Eh ben, bienvenue et n'hésitez pas à poser vos questions à Lenny et Christophe, entre autres. Les questions sur le quiz, la chronique, ça viendra après. Donc vous vous rencontrez dans cette école à Paris. C'est ça. Donc très rapidement, vous dites voilà, les mêmes envies. Voilà, comment est-ce que vous décidez? Parce que le tour, ça vient pas directement, Non, c'est venu après. Oui. Donc là, voilà, qu'est-ce qui vous alliez? Vous êtes, je crois que vous avez changé d'école après un moment. C'est ça, exactement. Donc là, On était initialement dans une première école sur Paris. Alors, on a changé pour une deuxième école, évidemment, qui était sur Paris aussi. Mais c'est dans cette première école qu'on s'est rencontrés. Et de suite, on a eu des projets Oui. communs, que ce soit les projets qu'ils proposaient eux. On avait même des projets personnels communs. Oui, on avait une vision aussi de l'aéronautique commune, je pense, sur tous les points. Plutôt. Alors, Ouais. moi, moins sur le spatial. Lenny, un Oui, peu oui. plus. Après, pour parler vraiment du métier de pilote de ligne, je pense qu'on s'entendait très bien sur toutes les valeurs, etc. Et vous vouliez aussi souvent ensemble, c'est parce que certaines écoles proposent le vol en binôme, un qui est derrière qui regarde, ça vous arrête. C'est ça. Alors, nous, c'est venu un peu plus tard parce qu'on n'était pas de suite en binôme. Oui. Mais dès qu'on a été licencié PPL, on a On pu volait directement ensemble. ensemble. D'accord. Donc C'était vous vous très quittez cool. plus là depuis ses débuts, ses premières naves C'est en ça. binôme. Plus ou moins, oui. Il me semble que le jour où il a reçu son PPL, on a volé Ouais, ensemble On a pour, volé ensemble. pour Ok. fêter ça, entre guillemets. C'est ça. Sympa. Ouais. C'était cool. Et vous aviez appris à voler sur quel avion? Alors, je t'en prie. Alors moi, j'ai fait du Sportstar de la Vector, et puis j'avais fait 2-3 heures de DR400. Mais toute la formation, je l'ai fait sur Sportstar. Ok, d'accord. Alors moi j'ai fait mon baptême en DR400. Bon ça compte pas mais c'est juste pour dire que j'ai un peu vu des... Ça compte pas un baptême quand même. Ça fait partie des petits éléments qui donnent envie après de continuer. C'est sûr. Qui Après confirment la passion. j'ai fait un vol sur... j'ai fait du C552, une première partie de la formation. Ensuite mon aérocol m'a passé sur PA28, là où j'ai pu avoir mon PPL. Mais j'ai aussi fait de l'Evector pour mon lâcher solo. Et tous les deux en Crète on a fait du DA40. D'accord. Là c'était un vol vraiment, c'était dans le cadre de la formation ou c'était un vol pour vous pour augmenter un petit peu votre nombre d'heures C'était vol en dans, Crète, par c'était dans exemple. le cadre de la Ouais. formation de D'accord. l'école, Dans le cadre. mais aussi du mûrissement du coup. Ok.
Sympa, Ouais. comme formation. Pas C'est beaucoup de sympa. personnes qui passent du temps à voyager en plus. Oui. C'est intéressant. Et ben, je pense qu'on peut commencer à passer à ce qui vous amène ici, parler de votre tour. Donc, ça arrive à quel moment dans la formation? Donc là, vous rencontrez, vous changez d'école, Voilà, vous passez en ça. parallèle, donc vous faites de la pratique, vous passez la théorie. C'est ça, on a passé la théorie tous les deux Voilà. à Mermoz, Voilà. D'accord. à Rungis. Donc c'est là un peu qu'on a retrouvé des gens qui un peu vivaient, mangeaient, dormaient, aviation. Il y a vraiment une ambiance et ces locaux qui transpiraient un peu plus l'aviation. Mhm. Mais un problème commun qu'on a pu un peu découvrir, c'était que les questions du mûrissement, bah, pour certains, c'était un petit Tour de France, un peu à la manière de l'électrotour. Mais pour d'autres, ça pouvait être du vol Wingly ou du vol. Voilà. Alors, juste Partage de mûrissement, je pense qu'on va le redéfinir pour tout le monde. Pas de souci. Si vous devez expliquer, c'est donc arrivé à un certain moment dans la formation, il n'y a pas le choix, il faut faire des heures. C'est ça. Exactement. Donc, À la même manière que le permis de conduire, il faut faire 20 heures avant d'aller à l'examen. Pour le pilote commercial, il faut en faire 100. Voilà, Seul. c'est 100 heures tout seul pour prendre de la confiance. donc il y a un moment où en formation, il n'y a plus forcément besoin d'avoir l'instructeur à côté de soi. On a commencé à avoir vu pas mal de choses et il faut juste voler et C'est donc trouver des endroits sympas où aller. C'est ça, C'est exactement. 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 C'est D'accord. 100 heures qu'on est obligé de faire, mais il faut juste Voilà. savoir comment est-ce qu'on les fait. Et donc c'est pour ça, de cette manière, il y a des gens qui partent un peu à l'aventure en Tour de France, mais il y en a qui restent un peu casaniers et qui font 2-3 tours. Alors c'est sûr que d'une part, les tours où on peut partager les frais, c'est sympa parce que ça coûte pas très cher. C'est pas long, on peut emmener des amis, la famille, mais du coup, du point de vue de l'expérience, je pense que on n'en prend pas autant que ce qu'on devrait faire. Enfin, du moins, c'est pas le principe même du mûrissement. Il y a des passagers, on découvre des choses, mais ça reste plus C'est ça. local. Il n'y a pas le Voilà. côté aller dans d'autres pays. On apprend le côté et passager, voilà. ça je suis d'accord, mais ouais, du coup, il y a moins le côté d'aventure et de traversée, quoi. Et c'est pour ça qu'on voudrait montrer avec le tour que simplement avec un PPL et le FCL, donc c'est un diplôme qui se passe sur rendez-vous à la DGAC très facilement. FCL, pareil, on va préciser pour tous Bien ceux sûr, qui nous suivent. C'est une licence de radiotéléphonie en anglais. Pour pouvoir aller au travers de l'Europe, bah, on peut littéralement voler dans toute l'Europe autant qu'on veut, aussi loin qu'on veut. Exactement. Donc c'est là où vous étiez assez en phase aussi, c'était ce mûrissement, vous le voyez de la même manière. Vous n'aviez pas spécialement envie de rester en France, vous aviez envie de Exactement. découvrir d'autres pays C'est ça. aussi. Peut-être au-delà de la radio, même au niveau des procédures, au niveau de nav, c'était Oui. vraiment tous les deux là-dessus. Alors, moi, je pense que c'était plus le côté aventure et découvrir des pays. D'accord. Et pour Lenny, c'était le côté humain, à la manière de Antoine de Maximi. J'irai dormir chez vous. Exactement. Ok. Voilà, découvrir plein d'endroits, plein de villes, plein de gens, c'est toujours des belles rencontres, je pense. Ok, donc il y avait vraiment ce côté profiter des étapes. C'est pas uniquement Exactement. arriver quelque part, prendre un hôtel, reprendre l'avion le lendemain Voilà. et faire le maximum d'heures. Non, il y C'est avait ce voir, côté passer du temps découvrir, sur place. voilà, et- exactement. Ok. Et donc, c'est justement sur ce côté humain qu'on a construit les ailes de demain, c'est transmettre et pouvoir apporter la théorie là où on va, pouvoir parler du métier, pouvoir parler du BIA, et voilà, sensibiliser tout en étant assez ludique, parce qu'on a évidemment des goodies qui sont à nous, à nos sponsors, animer, et puis faire quelques quiz, voilà, faire quelque chose d'assez sympathique pour tout le monde. Très bien, donc ça a défini votre tour. Donc comment est-ce que donc ça a donné un petit peu l'esprit du tour. Et après, comment vous êtes fixé sur les choses assez simples. De premier lieu, je pense qu'on va parler de l'itinéraire. Et vous êtes dit tiens, on a envie d'aller dans tous ces pays, ou est-ce que vous êtes dit tiens, sur place, je sais que on va pouvoir trouver des personnes, il y a telle étape. Comment est-ce que vous avez défini concrètement bah tiens, on va aller de point A à point B à chaque fois. Donc le but du tour, c'est vraiment d'informer les jeunes sur le métier, parce à mon sens, je trouve que c'est un métier dont on parle pas trop à l'école. Les profs, on leur en parle pas. Parcoursup, ça n'en parle pas du tout. Donc je pense qu'on a voulu vraiment toucher la jeunesse, et donc on s'est dit comment on peut toucher le maximum de personnes, c'est en passant dans les capitales de l'Europe. Donc on a décidé de partir sur les grandes villes européennes. Ok. Et après l'itinéraire il s'est décidé un peu. En fonction des taxes des aéroports aussi. Voilà. Oui, On a fait plusieurs idées. On est Bien parti d'un tour, on a changé. Puis après, on a essayé de franchir du coup la barre des 10 000 km sans trop après partir dans quelque chose de trop grand pour notre niveau aussi. Mais voilà, je pense que c'est le but de toucher le plus de personnes, donc de passer dans les grandes capitales. Ok, donc relier vraiment que des capitales ou aussi quelques grandes Non, villes dans des certains fois, pays. Non, des grandes villes. On a hein, peut-être oui. la carte qui va y a des s'afficher grandes si villes. on l'a sous la main, comme Comme ça Tivat, vous allez pouvoir nous le décrire ouais. un petit peu. Il y a des grandes et des petites villes. Ok. On passe à Maranello aussi Voilà. pour usine de construction Ah. Ferrari. Donc là, si on devait, donc vous partez, voilà,
pense qu'on peut se faire un petit tour. Vous partez Sûr. donc De La quel Rochelle. endroit ? De La Exactement. Rochelle. Tout à fait. Direction, Montendre, c'est mon aéroclub à moi. d'accord. Donc un peu... Retour à la maison avant d'aller très c'est loin. ça, au nord de Bordeaux. Et ensuite, de Montendre, on passe à Toulouse. On ne pourrait pas faire ce tour sans passer par la Bien sûr. capitale aéronautique quand Évidemment. même. Ensuite, direction Cuers, C'est mon aéroclub. voilà, Ok. chez Léni. Donc là, c'est pas très européen pour l'instant. Là, c'est Non, vraiment pour l'instant, on non. profite Oui, un oui, petit oui. peu en France, on voit Totalement. les copains avant de partir. Exactement. Et après, on part sur Cannes. Donc là, moi, c'est pas mon aérodrome, mais comme j'y habite, j'y ai piloté. Ensuite, on fait la traversée Col jusqu'à Propriano. Très belle, D'accord. très sympa comme traversée. Puis Bastia pour faire une petite conférence à Bastia. Ensuite, on part sur Rome, Maranello, Venise. Venise. Avec le terrain en herbe, Le apparemment. terrain en herbe, Ok. juste en face de Super. la ville, Ouais. très sympa. Tivat, Sofia, Bucarest. Ensuite, je vois pas des Il y avait images. Budapest, Budapest. Bucarest, ouais. Budapest. Donc là, Ensuite, pour le coup, les grandes capitales de l'Est, quand même. Ça, Vienne. Non, on n'arrivera Vienne, pas à lire, mais c'est pas Prague. grave. Je pense que tout le monde voit Non. qu'on se déplace vers Oui. l'Est. Vienne, Prague, Varsovie. Voilà, donc Varsovie, on y fait un passage quand même, parce que je pense qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe en Pologne, à part la coupe de voltige. C'est ça Quand qui même. était quand même en Pologne. Ensuite, on enchaîne sur Berlin, Berlin. Copenhague. Donc Copenhague, grande leg quand même. Ouais. Un peu le froid, c'est ça qui va être compliqué dans ce tour. Et puis voilà, par contre, la Suède, il me semble pas que ce soit dans l'Europe, à ma Non. connaissance. Non. Donc justement, En c'est dehors de- C'est en discussion. petite difficulté. Du coup, aussi, pour revenir aux destinations, on a aussi pris des terrains douaniers pour Oui. le moment où on sort de l'Europe. D'accord. C'est Oui, pour parce ça. que là, est-ce que vous avez déjà été dans ces endroits d'Europe ou jamais ? Parce qu'il me Non. semble que vous avez quand même fait des navigations, vous parliez tout à l'heure, Oui. d'endroits un peu éloignés, pas que en France, mais vous êtes jamais allé dans ces coins-là pour l'instant. On a fait des navigations en Crète au départ D'accord. d'Héraklion, mais jamais hors Europe. Ok. Voilà, donc on a Ouais. fait un peu toutes les Cyclades, Oui, on a fait la mer Égée. mer Égée. C'était Sympa. ouais. D'accord. Dans le chat, il demande avec quel avion vous allez faire le tour. Alors, Alors, ça, c'est un gros point. faut pas croire que il n'y a pas eu de réflexion. L'avion, ça va être clairement notre meilleur ami pour ce tour parce que s'il y a un souci avec l'avion, il y a un souci avec le tour. Donc on a eu beaucoup d'idées, on a eu beaucoup de hauts, beaucoup de bas, on a eu beaucoup de réflexions, beaucoup de réponses, beaucoup de non-réponses. Beaucoup de montagnes russes. Voilà. Je crois qu'on a l'idée. Exactement. Mais nous, maintenant, un peu l'avion qui se démarque, ce serait des avions d'aéroclub. Il faut voir pour un avion qui, non seulement, on a besoin de masse utile, donc on peut emporter beaucoup de choses avec nous. On a besoin quand même d'une bonne autonomie, parce que normalement, il y a de l'essence partout, mais si jamais il y a un souci, nos terrains qu'on doit relier sont un peu loin, et puis même, on sera plus flexible. Et quand même d'une bonne vitesse pour éviter de faire le tour, non pas en 3 semaines, mais en 2 mois, mais en 18 jours. Voilà. Et donc sur ce sujet-là, grâce aux aéroclubs, à la base on devait partir sur un élixir. Tout à fait. Ça ne s'est pas fait. On a... Donc Elixir, justement, La Rochelle, leur Exactement, leur La avion de Rochelle, quatrième aéronautique. génération. Tout à fait. On en parle de temps en temps dans notre revue de presse. Mais ça n'a pas pu se faire pour des problèmes qui incombent Oui. Elixir personnellement. Mais on avait aussi demandé pour Aissoir Aviation, Exact. la PM41, qui est un avion qui est pas très... à mon sens, j'ai fait beaucoup de recherches pour le trouver dans certains aéroclubs. Il n'est pas très popularisé et pourtant c'est un avion qui est très... Des grandes perfos. Des Ouais. très grandes perfos. Et ça aurait été parfait pour notre tour, ça a vraiment été luxueux. Mais du coup, grâce aux aéroclubs, on a un PA28 parce que le PA28, il a déjà fait ses preuves sur la durée, sur les conditions différentes. On sait que c'est pas... Il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est toujours un peu lent. Mais ce qu'on aimerait finalement pour partir pour ce tour, même si malheureusement, parce qu'on dans tous nos sponsors, on essaye de rester français. Malheureusement, en termes de gamme française d'avions, on n'a pas non plus trop de choix. Et ce serait le DA40, sur lequel on a déjà fait des heures. D'accord. On sait qu'il y a pas mal d'emports, on sait que ça va vite, on sait qu'il y a beaucoup d'autonomie. Puis on est à l'aise avec la machine, on a fait D'accord. 50 heures dessus Machine. chacun, donc ça va. Donc là, c'est entre PA28 et DA40. Voilà, vous avez c'est déjà ça. trouvé un aéroclub On vous a avez une des- discussion avec plusieurs Plusieurs aéroclubs aéroclubs qui ont des DA40. pour voir. Ok. Le coût de l'heure de vol, par contre, est peut-être pas le même. Alors justement, on a regardé parce qu'il y avait un grand sujet sur le coût. Et quand on rapporte le coût au nombre de distances parcourues, et ben le DA40, c'est un des moins chers. Parce qu'en fait, il va tellement vite que le coût à l'heure, D'accord. il est rabaissé, quoi. Donc en termes de vitesse, un DA40 par rapport à un PA28. Alors un PA28, ça croise à 100 nœuds, à peu près 110 si vraiment on est au FL 60-70.
Mais un DA40, là, 180 chevaux, même si c'est à 178 € de l'heure de vol, ça croise à 120, 130 nœuds. D'accord. Donc, Donc, c'est plutôt pas mal. Et on a une autre question concernant plutôt la partie entretien. Vous gérez comment la partie visite et entretien au cours du tour? Alors, la partie entretien, ce qui est bien, c'est que le DA40, un peu comme l'Elixir ou tous les Rotax qui fonctionnent sous samplon 98, ils n'ont pas besoin de visite de 50 heures. Donc, nous, notre tour en brut, il fait... Il fait environ, sans la marge, tu veux Oui, dire sans la- marge, il fait 50 heures à peu près. Voilà. Ok. Un tout petit peu moins. Ouais, 45. Voilà, exactement. Ça dépend évidemment Ça de la dépendra voilà, vitesse. de la vitesse de l'avion aussi. Justement. Mais avec du coup les Rotax qui fonctionnent au samplon, il n'y a pas besoin de faire de 50 heures. Mais sinon, si c'est un avion comme un PR28, bah, comme on a avec l'itinéraire, on a des points de rechute en France, ou même le PR28, c'est un avion tellement connu qu'on trouvera forcément des ateliers dans des aérodromes qu'on visite, que ce soit à Venise ou même jusqu'à Copenhague. Des gens qui sont... Surtout que c'est quand même des grandes villes, c'est pas Voilà. trop Voilà. des petits aérodromes C'est pas isolés. isolé, donc, oui, Voilà. exactement. Il faut juste l'accord du club, qui soit d'accord évidemment Oui. pour qu'on touche à leur avion, parce que c'est quand Exactement. même délicat. Ou sinon, très bien, par exemple, quand on revient au niveau de Lille, voilà, c'est déjà plus en France. Je pense quand on revient au niveau de Deauville, voilà, Ok. on a des points de rechute quand même. D'accord, donc encore, vous n'êtes pas encore fixé sur l'avion, on C'est saura. Si les gens vous suivent, ils le sauront. Exactement. Exactement. Alors, on a parlé un petit peu des différentes étapes. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur comment est-ce que vous avez eu des contacts sur place? Parce que vous me parlez de vouloir vraiment promouvoir l'aviation, Bien sûr. parler que ce soit du BIA ou du métier de pilote de ligne, des différentes voies d'accès. Comment est-ce que vous avez eu les contacts pour aller sur place? Voilà, tu disais que c'était vraiment cette idée d'un tour pour parler à un maximum de personnes. Comment est-ce que ça s'est fait toutes les étapes sont déjà calées ou est-ce que vous cherchez encore des contacts dans certaines villes? Comment ça se passe? Ben, pour la partie des contacts sur place, je pense que ça a été grâce à l'Aéroclub de France en partie qui nous a pas mal aidé. Ils nous ont mis en contact avec la Fédération internationale d'aéronautique qui, elle, a envoyé notre projet à tous les aérodromes où on passe. Tous les aéroclubs nationaux Voilà, les aéroclubs Ok. nationaux, pardon. qui, eux, ont retransmis. Voilà. Donc déjà, c'était une grande aide. Après, s'il y a une réponse ou pas, nous, comme on le pense et on le conçoit dans notre tour, comme on est complètement transparent. Donc ce tour, non seulement en plus d'être pour la jeunesse, il est complètement documenté pour un peu mettre les devants Exactement. au devant la préparation du tour. On met tous nos efforts dans tout ce qu'on... C'est-à-dire, on essaye de faire vraiment ce qu'on a dit et mettre toute notre énergie dedans. Maintenant, même si avec la FAI, même si personnellement, moi j'ai contacté toutes les mairies de toutes les destinations en prévenant qu'on arrive, on compte beaucoup sur ces gens, mais Oui. c'est sûr que si ça ne se fait pas, on ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé. Voilà. En tout cas, c'est notre objectif principal. On ne dit pas qu'on a abandonné, on ne dit pas que c'est pas le cas, mais on met toute notre énergie dans toucher les gens à ces destinations, qu'ils soient au courant qu'on vienne, pour qu'ils puissent participer à ces rencontres, bénéficier des accès, bénéficier de savoir qu'est-ce que c'est le BIA, des flammes, des goodies, etc. Et un deuxième volet qui est les conférences en lycée, parce que c'est un peu l'endroit où Oui. les projets professionnels mûrissent. Donc là aussi, c'est en grande discussion parce que c'est un peu, on peut pas rentrer en plus avec les actualités comme on veut dans un lycée. Donc c'est beaucoup de discussions, beaucoup de mails, d'appels, Ok. mais ça donne quelque chose. Oui, Nous, tout le monde est prévenu. tout le monde est prévenu. Ça doit faire effectivement beaucoup de préparation. Ça peut être Oui. du coup divers formats. Vous envisagez soit d'aller directement dans les lycées pour échanger, soit même peut-être sur l'aérodrome avec les Tout à fait. les personnes exactement. qui viendraient. C'est un petit peu les deux formats ou est-ce qu'il y a C'est d'autres ça, choses c'est les c'est deux ça. formats. Ok, d'accord. Et ça passe exclusivement par une communication qui, je pense, touche un maximum de gens. Notre communication Instagram, on sera très actif. Grâce à notamment, on a une attachée de presse qui sera avec nous pour ce tour, pour maintenir une actualité et maintenir aussi les gens au fait de où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on va faire, pour savoir si jamais il y a le moins de soucis, que ce soit météo, mécanique, toujours être au fait de quand est-ce qu'on passe et pas nous louper. Et pour tout ce qui est, j'en profite en même temps, pour tout ce qui est du point de vue de la route et de la météo, on est en contact aussi avec un instructeur pour être bien sécuritaire et profiter de ces connaissances qu'on n'a pas forcément. Exactement. Pas se faire avoir par l'objectif destination. Il y a une conférence Voilà, dans un lycée exactement. dans 2 Exactement. jours. Tout à fait. Je tiens vraiment à voir ces élèves-là. Ce serait dommage de Exactement. rester. D'accord. Et vous avez du coup, vous parliez de support tout à l'heure. Quand vous allez faire vous avez déjà un petit peu réfléchi à avoir du coup les supports en anglais. Oui. Vous savez ce que vous allez présenter parce que entre la formation de pilote en France et dans d'autres pays, on parle peut-être pas des mêmes choses. Tout à Qu'est-ce fait. que vous allez présenter Alors, nous, je te laisserai le suite, juste pour le BIA,
on a pensé prendre des supports en anglais. Maintenant, le BIA, c'est une création qui est plutôt française. Et si les gens vont vouloir le passer, c'est pas demain la veille que les pays vont l'adopter dans le leur. Il va falloir forcément à un moment venir en France. Donc je pense que dans cette dimension, nous, tous les supports dont on va faire la promotion pour le BIA, ce sera en français pour que les gens ils puissent venir accéder au support et déjà apprendre en français les termes qui incombent au BIA. Okay. Après, ça aurait pu être aussi peut-être dans certains pays mettre la petite étincelle de personnes qui voudraient, même sûr. pas sans aller jusqu'à un diplôme, faire ce genre d'enseignement à des élèves Voilà. qui sont pas... Et puis informer vraiment, voilà, c'est l'idée du tour, c'est d'informer les jeunes sur le métier et que c'est, comme Christophe l'a vécu, de savoir que c'est possible d'y arriver, je pense. Ok, On ne peut pas le dire pour Voilà, l'instant, exactement, mais c'est du moins ce on que j'allais essaye. dire. On d'accord. peut pas dire pour l'instant, mais oui. Ok, donc potentiellement beaucoup de rencontres, beaucoup ça, d'anglais exactement. devant des jeunes, enfin peut-être des choses que vous n'avez pas spécialement fait jusqu'à présent. Vous allez aussi le présenter en France avant de partir à certains, Oui. peut-être des lycées, vos lycées ou ce genre de choses. Tout à fait. Ouais, c'est déjà prévu. Vous savez déjà quelle est des petites présentations avant pour, C'est déjà que les gens, je pense, la plus grosse partie, parce que évidemment l'aviation, c'est pas pour seulement les jeunes. Nous, on a vu dans notre promo, rien qu'à Mermoz, des reconversions un peu tardives, que ce soit 20, 30, 40, 50 ans même. Donc, on prive personne de cette information. Et le point de vue rencontre sur un aérodrome, ce sera le plus gros, le plus gros événement qu'on puisse faire pour que les gens viennent Ok. nous voir. Maintenant, les lycées, c'est mieux, évidemment, parce que c'est un moyen de toucher rapidement des gens qui sont intéressés Et- dans quoi faire plus tard. Et qui connaissent pas forcément aussi. Parce Ouais. que les gens sur les aérodromes, ils connaîtront déjà de près Oui. ou de loin l'aéronautique. en Bien soi. sûr. Après, les aérodromes, ce sera le lieu de rencontre. Parce Voilà, qu'au moins, exactement. il y a Ok. l'avion, c'est familier, c'est un beau décor, c'est une belle vitrine. Mais oui, le point de vue lycée, ce serait évidemment mieux. ça va dépendre des contacts. Non mais Exactement. c'est très C'est clair. à C'est chaque- c'est vraiment la tentative. Après, ce sera pas dans toutes les villes et ça va dépendre Voilà, de Bien chaque sûr. contact. C'est à la Ah, décision de chaque chef d'établissement. Très bien. Et donc, je pense on va parler d'un point assez important qui doit vous occuper l'esprit. Donc, au niveau du financement, ça coûte assez cher. Alors, on avait les chiffres tout à l'heure. Je ne sais pas s'il y avait le prix, c'était peut-être juste la distance et le nombre d'étapes sur une des images. Donc, comment est-ce que donc là vous avez plusieurs sponsors? Qu'est-ce que voilà, vous êtes encore en recherche? Comment ça se passe un petit peu cette Exactement. recherche pour avoir les fonds pour faire ça? Je pense qu'on peut parler du coût global peut-être Oui. dans un premier temps. Donc le tour en lui-même, on l'a estimé à environ à 14 500 €. Pour tout compris, les heures de vol, les hôtels, la nourriture, tout ce qui incombe autour vraiment. Oui. De A à Z. Dormir, Voilà. les frais aéronautiques, les taxes, taxes, le l'essence, fuel, le exactement. surplus, D'accord. Voilà, et donc pour ça, on a cherché beaucoup de sponsors. énormément. C'est surtout Christophe qui a géré cette partie-là. Donc, Ça vous occupe depuis quand? Là, cette idée, par Euh, exemple, la recherche de sponsors, vous juin. l'avez depuis Début juin, juin. ouais, ouais. D'accord. On a eu l'idée, juin, je pense, Ok. du tour. Ouais. Et directement, on s'y est mis. On s'est mis direct, oui. Le nerf de la guerre. Ok. Exactement. Donc en même temps, on finissait la TPL et en même temps, on commençait à travailler sur le tour. Donc c'était une fin de formation chargée. Ok. Ouais, c'est chargé. Il n'y Et avait pas donc- la place pour beaucoup de choses. Ouais, c'est ça. Et donc, cette recherche de sponsors, vous avez contacté des entreprises aéronautiques, un petit peu d'autres, le Alors, réseau comment Moi, ça j'ai s'est passé? contacté tout ce qui touchait de près ou de loin à l'aéronautique, dans un premier temps, et ensuite tout ce qui touchait de près ou de loin à la France. Parce que Voilà. nous, le fait que nos sponsors soient français, c'était vraiment une grosse volonté, vu qu'on fait la promotion exclusivement d'un support français. Mais on s'est très vite rendu compte que les sponsors qui n'étaient pas aéronautiques, évidemment, c'est un domaine assez mystique et pas fermé, mais qu'on connaît peu. Donc ça n'a pas suscité l'engouement qu'on aurait voulu pour s'engager ou pour financer. C'était pas trop leur partie de marché. Ils n'avaient pas forcément intérêt eux-mêmes. C'est Donc, ça. finalement, c'était plutôt des sponsors aéronautiques qui vous ont répondu. Vous avez C'est plusieurs. Il y a quand même une partie du budget actuellement qui est bouclée ou vous recherchez encore beaucoup Alors il y a une partie du budget qui a été pas bouclée, mais qui a été nettement réduite grâce à nos Des sponsors. frais, on Voilà. pourrait dire presque. Ouais. Exactement, beaucoup de frais aéronautiques, que ce soit Exactement. les combis, les flammes, les patchs, etc. Les cartes, tout ça, c'était. D'accord. Mais pour ce qui est du financement pur de l'avion, non. Maintenant, il y a toujours enfin, c'est un peu quelque chose qui change, on l'a appris au niveau du Oui. tour, c'est que jusqu'à la dernière minute, on peut avoir une réponse qui peut être positive. Après, là, on a un peu placé notre projet partout où est-ce qu'on pouvait. Oui, oui, tout à fait. Concrètement, on a des gros espoirs sur certaines personnes, notamment, je peux pas en parler, mais Il y a Il y a évidemment, des pistes. ouais, il y a Voilà, des- il y a évidemment. des- il y a des bonnes pistes. Maintenant, voilà, c'est au bon vouloir des gens.
Voilà, Et après, les particuliers, évidemment. oui, les particuliers, on a une petite cagnotte sur Litchi. Alors, ça va pas payer le tour. Bien sûr, mais c'est voilà. Non, mais c'est voilà, toujours quelque chaque chose. euro pris permettra si de. les gens veulent nous Exactement. aider, c'est qu'ils peuvent passer par ça. Et donc tout se trouve sur vos réseaux, vous passez Exactement, beaucoup en tout à fait. communication, surtout par exemple Instagram. Est-ce que Oui. vous faites aussi d'autres réseaux, par exemple LinkedIn, peut-être en professionnel, ou c'est vraiment centré sur Instagram pour Alors, on l'instant a Instagram, on est pas mal actif. Et après, on a une chaîne YouTube où pour l'instant, on est un peu moins actif. Mais la chaîne YouTube, ce sera vraiment le cœur du fonctionnement du tour, De l'après-vol. de l'après-vol, de l'explication, du pourquoi, du comment. Et Ce sera le making-of. exactement, Exactement. ce sera les Très coulisses bien. du tour. Ouais. Et donc des épisodes un peu plus longs, sûrement entre 10 et 15 minutes. Alors que sur Instagram, c'est vraiment des formats très courts qui vont vite. Ok. Eh ben, on vous souhaite de trouver de quoi, voilà, d'avoir Merci les beaucoup. moyens de le faire. En tout cas, Merci beaucoup. c'était très intéressant d'en apprendre plus sur votre tour. Est-ce qu'il y avait peut-être d'autres questions du chat, ou est-ce que tu avais d'autres questions, Alexandre, sur votre tour? Ah si, une chose dont on n'a pas parlé. Vous pensez commencer quand? Alors, le départ, il est fixé pour le 20 novembre. 20 novembre. Voilà. Donc en pleine saison hivernale dans les pays de l'Est. Exactement. Exactement. Vous avez prévu les skis ou pas spécialement? On a prévu les temps de grand froid. D'accord. Parce que oui, du coup, vous allez dormir aussi un peu en tente, un peu en hôtel. Alors, on va faire ce qu'on peut parce Ouais. qu'évidemment, maintenant, chaque euro d'économiser. Ouais. Et puis, oui, le problème aussi, c'est si jamais on rencontre, c'est quasi sûr que ça va arriver, une mauvaise météo sur le trajet, du coup, toutes les étapes suivantes sont impactées et retardées. Donc, si on doit prendre des hôtels Voilà. sur C'est un vrai défi logistique sur ce point tout de le vue. tour et qu'à la moitié du trajet, ou même au tout début, on part déjà avec 3 jours de retard à cause de la météo, ça va être compliqué. Oui, ça se fera au fur et à mesure. quoi. Exactement. C'est ça. Et puis, comme le pensait Ligne au début, un peu, peut-être à l'Antoine de Maximi, Oui. si on fait des rencontres, mais bon, ça après, c'est plus le côté humain du tour, découvrir où est-ce qu'on va. Eh ben, merci beaucoup pour cette. Merci, c'était super ces intéressant. informations. Ouais, on a pu voir voilà, une vision un petit peu commune, vous rencontrez en école, ça matche bien, puis vous dites, mais au fait, là, il faut qu'on fasse quand même pas mal d'heures de vol, qu'est-ce qu'on fait, où C'est on ça. va, qu'est-ce qu'on découvre, et comment est-ce qu'on partage un peu notre passion. Bah, voilà, c'est très intéressant, j'espère que vous pourrez rencontrer plein de personnes sur place, comme vous le souhaitez. Et que la Merci météo beaucoup. aussi, ça ira, puisqu'effectivement, en pleine Oui. en début d'hiver, enfin pas l'hiver encore, mais Oui. fin novembre, On espère un grand froid, ça serait parfait, un grand froid, juste. ouais, Il faut avoir du soleil. et pas de la pluie à chaque étape. Exactement. Et ben après cette interview, je pense qu'on va pouvoir passer à la suite de l'émission. Bien sûr, juste remercier les 4 nouveaux followers. Donc on a Le Grand Monarque, Balkan Fighter, on a Enzo 2809 2023 ainsi que X-Ray Art. Donc merci à tout le monde. N'hésitez pas à poser des questions si jamais. Et soyez bien attentifs pour la chronique d'Alexandre. Exactement. Comme il vous l'a dit, tu vas nous parler de force aérienne stratégique, comme tu nous le Exactement. disais en début d'émission lors de la revue de presse. Et je suis bien Antoine. Attention, Ça va. j'ai mes notes, j'ai rien suivi, mais j'ai mes notes. Je vais commencer avec un chiffre. 36 536 000 minutes. C'est le temps cumulé jusqu'à aujourd'hui correspondant à la permanence des forces aériennes stratégiques. Comme introduit plus tôt, nous avons fêté cette semaine les 60 ans de la première prise d'alerte nucléaire. Et plus généralement, les 60 ans des forces aériennes stratégiques avec la journée porte ouverte sur la base aérienne 125 de Istres. Les forces aériennes stratégiques, ou les FAS, sont les institutions, c'est une institution clé de la défense française. Créée en 1964 dans le contexte mondial marqué par la guerre froide et la prolifération des armes nucléaires, les FAS sont la composante aérienne de la dissuasion nucléaire française. Leur mission ? Garantir l'intégrité et la souveraineté de la France face à toute menace majeure. Pour comprendre pleinement leur importance, revenons brièvement sur les raisons de leur création et leur évolution au cours de ces dernières décennies. Nous sommes au début des années 1960. Le monde est polarisé entre les deux superpuissances. Tout le monde les connaît ? Aucune idée, jamais entendu parler, j'ai jamais été en histoire de ma vie ou en géographie. Les États-Unis d'Amérique et l'URSS. Les rouges et les bleus, comme dit Joris à la technique. Derrière tout ça, une fameuse crise intervient, celle des missiles de Cuba en 1962. Elle rappelle brutalement le danger nucléaire. C'est à ce moment-là que la France, sous la présidence du général de Gaulle, ayant senti venir le besoin d'une indépendance pour assurer sa propre sécurité sur le point de vue
nucléaire, décide de se doter d'une force nucléaire indépendante. Pour cela, on finance 2 programmes majeurs. D'un côté, celui d'un bombardier avec les capacités nécessaires à la mission, donc grande vitesse, grand rayon d'action. Ce sera donc notre magnifique et iconique Mirage 3 qui effectuera son premier vol en 1959. C'est 3 ans après le Mirage 3. Alors j'ai peut-être dit Mirage 3 au début, c'est le Mirage 4 qui effectuera son premier vol en 53, 3 ans après le Mirage 3. Donc c'est un temps record pour le programme. Un avion qui a volé pour la première fois à Villaroche, Antoine, mieux que tu connais bien, et qui a été présenté seulement 3 mois après son premier vol au Bourget devant le président de la République. D'un autre côté, le second programme financé, c'est celui de la bombe qui sera transportée par notre bombardier, et c'est une bombe AN-11, une bombe nucléaire à chute libre qui fait 60 kilotonnes. Donc c'est assez gros. L'objectif, c'est une bombe simple, donc juste au début larguée depuis l'appareil. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui avec un missile très longue portée. C'est ainsi que le 14 janvier 1964, les forces aériennes stratégiques voient le jour. Leur rôle initial est clair, offrir une capacité de riposte crédible et autonome face à toute attaque contre les intérêts vitaux de la France. Pour cela, elle s'appuie sur le trio donc majeur et iconique. On a vu le Mirage 3, le Mirage 4, je fais toujours la même erreur. La bombe AN-11 et le C-135F, le ravitailleur acheté auprès des Américains, capable donc d'augmenter la portée de ces avions jusqu'aux lignes ennemies. Depuis donc cette création, les FAS ont toujours su évoluer avec les avancées technologiques. Le Mirage 4 lui était quand même un bijou et une prouesse technologique pour l'époque. Petit à petit, ce trio iconique a changé pour migrer vers un avion qui est quand même plus moderne et plus performant, le magique Mirage 2000N. Première émission, Mirage 2000 directement, quoi. Ah, on attaque fort. C'était dans les années 80. Et aujourd'hui, on est passé depuis 2009 sur le Rafale, avion bijou de l'industrie française. C'est ce dernier qui accompagne maintenant, c'est toujours un trio, mais ce sera un A330 MRTT. Donc best-seller d'Airbus qui est passé en version ravitailleur, qui a bien meilleure performance. Et puis on a en troisième membre phare de notre trio, l'ASMPA, et ASMPA même rénové pour aujourd'hui. C'est un ASMPA pour air-sol moyenne portée améliorée. C'est un missile de croisière, tout simplement, qui est fixé, vous pouvez le voir juste là, sous le ventre, le point central du Rafale, qui est capable d'aller tirer des cibles jusqu'à 500 km. Donc c'est quand même assez impressionnant, ça peut faire peur, mais c'est tout là l'art de la dissuasion nucléaire. On est loin de la petite bombe qui tombe en chute libre au tout début de la dissuasion. Donc. Exactement, les choses ont changé, il a fallu s'adapter, et ça les FAS ont su le faire, on a connu la fin de la guerre froide avec l'effondrement de l'URSS, mais la menace n'a pas elle n'a pas disparu totalement, en fait, elle a totalement migré sur une nouvelle forme, et donc il faut s'adapter. Aujourd'hui, les FAS, c'est un des 3 gros piliers de la dissuasion nucléaire française. On a les sous-marins, donc les SNLE, sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, qui sont en fait la très très grosse riposte pour faire vraiment des très gros dommages. On a la force aérienne stratégique, qui est présente, qui est une unité de l'armée de l'air et de l'espace présente sur 3 bases. On a Avor, là on trouve les AWACS. On a Istres, là où les journées portes ouvertes étaient faites, on trouve les ravitailleurs. Et on a Mont-de-Marsan. On a le 3e pilier, c'est aussi la force de frappe océanique. Donc c'est un peu l'équivalent des FAS, mais sur porte-avions.
La mission sera restée la même. On a juste vu sur ces 60 ans une doctrine évoluer. Au tout début, la France était très radicale sur sa doctrine, à vouloir juste une riposte immédiate et majeure avec l'envoi de tous ces bombardiers pour riposter possiblement une attaque nucléaire. Les Américains avaient fait légèrement différent. Ils avaient vraiment gradué entre guillemets l'attaque. Donc s'il y avait qu'un seul bombardier, on va dire soviétique, qui venait lâcher une bombe, on n'allait pas envoyer l'intégralité de la flotte américaine riposter. La France a depuis légèrement évolué ses doctrines. Doctrines, pour l'anecdote, qui ont notamment été rédigées par un certain général gallois qui a participé donc à la création de ces doctrines. Mais l'idée reste toujours la même, une riposte. Tout ça, c'est pour éviter, finalement, rester dans un temps de paix et éviter une guerre. Les forces aériennes françaises pratiquent souvent des exercices, on parle jusqu'à une vingtaine d'exercices de frappe nucléaire par an, et le plus iconique, c'est l'exercice Poker, qui engage une cinquantaine d'appareils, souvent le soir, sur des grosses distances, tout ça au-dessus du territoire français, pour avoir deux équipes, les bleus et les rouges, qui font les méchants et les gentils, et essayer d'entraîner les pilotes pour toutes les conditions. Bon, tout ça, on a vu les faces, c'est très intéressant. Il y a une évolution qui arrivera. On a le missile dans les environs 2030-2040 qui évoluera toujours. Mais si on peut dormir sur nos deux oreilles tous les soirs, c'est en partie grâce à ces hommes et femmes qui veillent à notre sécurité. Merci d'avoir écouté ma petite chronique. Et puis, n'hésitez pas si vous avez des questions dessus. Merci Alexandre. Merci beaucoup. 60 ans, du coup, c'est vrai que c'est bien de le célébrer. Et donc, quand même 20 exercices par an, c'est vrai que j'avais pas en tête qu'il y en avait autant. Je sais pas si c'est un ordre de grandeur que vous aviez, mais ça fait quand même beaucoup de villes détruites juste pour s'entraîner. Mais... On rappelle que tout est fictif, mais oui, 60. Alors après, ils sont pas tous de la même amplitude, mais tu peux avoir juste un exercice avec un avion, 2-3 avions qui décollent. Mais voilà, c'est. Poker, c'est vraiment le plus représentatif. Poker, et il a lieu tous les ans, donc. Il a même lieu 4 fois par an. C'est ok, Poker 4 fois par an. Un truc qui est assez intéressant pour les pilotes privés, si vous regardez souvent, normalement on est censé le faire, hein, les NOTAM, vous verrez passer souvent les parties exercices poker. Il y en a eu un, je crois, fin septembre. Donc de temps en temps, vous pouvez le voir passer dans les Super IP avec les zones qui existent. Voilà. Merci Alexandre pour cette petite chronique militaire. Merci et tu as beaucoup. réussi à caser Mirage 2000 dans ta chronique. Mais... Je pense que tu auras le droit de revenir pour une prochaine émission. Eh bien, je pense qu'on a le temps de passer à un petit quiz que tu nous as préparé, Alexandre, avec quelques questions auxquelles nos invités vont pouvoir participer. On va se défier autour de tes traditionnelles questions très très dures. J'espère que tu vas pas nous dégoûter dès la première question. Non, c'est pas mon genre. Pas du tout. Non, et on reprend les bonnes habitudes avec le quiz traditionnel. Juste avant, un petit message qui demande si on peut avoir un lien pour la cagnotte. N'hésitez pas, je pense que le lien il est trouvable sur votre compte Instagram. Exactement. Si vous êtes abonné ou vous connaissez le compte Instagram de Capture l'Avenir, voilà, n'hésitez pas, on va remettre normalement un lien vers un arrobase vers le compte des ailes de demain, comme ça tout le monde peut retrouver les informations. Merci beaucoup. Une fois que c'est fait, on passe au quiz. Merci Joris à la technique qui Dans les va starting pouvoir blocks. nous appuyer tout ça. Et on va commencer par... Alors on a le retour du fameux scoreboard. Ma hantise, Avec, j'en ai cauchemardé pendant 3 mois. Zéro. Ouais, cette fois Antoine... Non, il y a des questions, je pense... Ouais, à chaque fois que tu dis des ça... questions spécialement pour toi, t'inquiète pas. Oh, il est On attentionné. commence avec une question Avec la plutôt réponse. simple. Quelle est la pression standard en hectopascal? Réponse A 1013,25, réponse B 999,98, réponse C 1000 et réponse D 1015,15. Bon, celle-là, on peut peut-être laisser le chat Le chat, répondre. ouais. Ça, à nouveau. Je pense que On dans a les... déjà 2-3 réponses. Je pense qu'on est tous vous pouvez d'accord tous vous l'accorder. sur la A. sur la alpha. Ça devrait aller. Bien sûr. C'est la bonne réponse. La réponse A, c'est bien 1013,25 hectopascal, la pression atmosphérique au niveau de On compte sur vous, le chat. Hein. Franchement, moi j'ai un petit œil si jamais j'ai pas d'idée. On passe à la deuxième question.
Lequel de ces avions ne sera pas disponible sur Microsoft Flight Simulator 2024? Et on attaque comme ça directement là. Une question qui est un peu d'actualité parce que c'est une liste d'avions qui a été révélée il y a 2 semaines. On rappelle que Microsoft Flight Simulator 2024 sortira le 19 novembre, donc encore quelques petits mois à attendre. Alors la réponse A, c'était le Boeing 737 MAX. Réponse B, le CL 415 Canadair. Réponse C, Airbus hélicoptère H225. Et réponse D, l'Elixir Aircraft. T'aurais pu mettre aéronef dans la question quand même. Un hélico Non, est un. Excusez-moi, Je t'embête. Il faut un peu de rigueur, t'as raison. Ouais. Est-ce que vous avez une idée? Je pense. Vous avez bien suivi les sorties de Flight Est-ce qu'il Simulator. y en a qui sont peut-être plus fans que d'autres que de Simu? Moi, j'ai pas suivi, mais je pense que par déduction, si l'Elixir est dans Microsoft Flight Simulator, c'est. Mais justement, Est-ce qu'il est dans les éditions précédentes? Non, Non, il ça me c'est semble sûr pas. que non. Par contre, il est sur la carte FFA, ça c'est sûr. Justement, je me demande s'il n'y aurait pas l'Elixir. Je pense Elixir ou le H225. Je pense 37 Max et Canadair. J'ai en tête qu'on pourra piloter un Canadair dans. Il est même pas sur l'affiche, non? Il n'y a pas eu des. J'ai en tête un visuel avec un Canadair. Donc je pense, ouais, la C ou la D. J'aurais dit AD. Ouais, moi, je suis pas non plus très simulateur. Je vais rejoindre mon collègue, comme ça. Ok, donc vous On partez sera sur ensemble. une réponse D tous les deux, Antoine? Moi, je tente la Ouais. C, comme La ça, C, c'est différent. ok. Le chat, que dit le chat? Le chat qui part sur. Je pense la quand même que c'est la D, mais ouais. je tente la C. Donc la D, c'est une bonne réponse. Il n'y aura pas de. Alors, pas pour le moment, Pas d'Elixir encore. Aircraft, c'est ça. On sait que Asobo, le studio qui développe Flight Simulator 2020 et 2024, est français. Donc, ils ont mis Pourquoi des pas. R400. Oui, C'est ce que je m'étais dit. Il y a un Pourquoi pas, DR400, un Elixir. Elixir, ça C'était pourrait. possible. Comme tu ouais. l'avais précisé, Antoine, le Canadair apparaît bien sur la jaquette. C'est un avion phare du truc. Attention. Boeing 737 MAX, oui, on aura le droit à un MAX. Et puis un H225, un Caracal pour ceux qui sont amateurs d'hélicoptères. Et puis on va pouvoir passer, donc on regarde un petit point sur le score. On a Antoine, bon malheureusement, qui a J'ai quand même tenté, un j'ai point, tenté. hein. Il a un point. Ouais, mais, c'est bon, je peux dormir sur mes deux oreilles. mais, voilà, Grâce aux faces et grâce à perd le ça. lead, la commu reste à 2 points, Lenny et Christophe aussi. On va passer à la 3e question. Lequel de ces avions... quelle est la première mission Raté. spatiale habitée? On a la Mercury Redstone 2, Vostok 1, Apollo 4 ou Sputnik 4. Alors c'est une question plutôt spatiale. Je sais pas si on a des gros fans de ces missions habitées. Moi, c'est les Toi, Russes, ils ont fait à la fois. Attends, pour moi, ils ont fait premier. Et aussi, ils ont fait- ils ont fait le premier satellite avec Ouais. Sputnik. Ensuite, ils ont Premier fait le être premier, ils vivant. ont fait Gagarin. Et bon, je pense qu'Apollo, déjà, si vous êtes d'accord, on peut l'enlever. Je sais pas ce que Ah vous oui, pensez. oui. Je pense que. Apollo, ça se jouera pas là. Sputnik, si ça reste. La première, c'était le satellite, si je dis pas de bêtises. Donc, est-ce que c'est resté habité ou pas après? Ouais, Et B inhabité. ou D. Moi, honnêtement, je ne sais pas, mais j'aurais dit la D juste par hasard. Fruit du hasard. Parce que. Je me demande si tu vois, ils auraient pas pu mettre un 1 pour la première mission habitée. C'est vrai. Mais c'est vrai que j'en ai jamais Mais entendu Vostok- parler. Vostok, J'en ai c'était- jamais entendu. Je connais pas, j'en ai Mais jamais. c'était peut-être Vostok, la mission de Gagarine, si je dis pas de bêtises. Non? C'est possible. Moi, je tenterais bien, J'ai envie- bien la B quand même. J'ai envie de dire une bêtise. J'espère que je vais pas dire de bêtises, mais. Moi, je tente la B Vous pour avez avoir plus tendance hasard. plutôt à je connais partir sur la B tous les trois? Moi, je Ouais. prends la D parce que. Et le la chat, D. que dit le Ok. chat? Le chat qui nous parle beaucoup de... Alors on a de la D, de la D, de la D, de la B, de la B. Ça existe, ça hésite entre les deux. Donc entre B et D. Vostok et Sputnik. Bon, au Ouais, moins vous parce savez que que- c'est russe. Parce que après la fusée s'appelait pas aussi Vostok. Il y a quelque chose comme ça, non? Je sais plus. Là, ça sort de. Franchement. Ouais, la bonne Il y a réponse. l'encyclopédie au-dessus, mais. La bonne réponse c'était Vostok. Donc Ah très ok. bonne analyse, très bonne intuition. Vostok 1, donc c'est bien la mission dont on parlait avec Yuri Gagarin, qui est devenu le premier homme à passer donc la ligne de Kármán. Exactement. Donc bonne réponse.
On va pouvoir passer à la prochaine question. Il y a eu beaucoup du coup après d'autres missions Vostok. Il y en a eu, oui, en fait c'était l'équivalent de la Mercury, enfin même plus de Mercury. Les Américains talonnaient quand même pas mal Ok. les missions Vostok, mais n'ont jamais réussi avant Apollo à passer une grande première par eux-mêmes. Ok. Ils ont toujours un peu eu de décalage, c'était vraiment la course à l'espace. Prochaine question. On apprend plein de choses, Alexandre. C'est le but de ce quiz. Brillant dîner monda, comme on disait. Parmi ces pilotes, lequel a volé sur Concorde? Réponse A, André Turca. Réponse B, Chuck Yeager. Réponse C, Thomas Pesquet. Réponse D, John Travolta. Ça va. Oui. Elle était pas trop. Oui. La Vous A l'avez sans, tous Oui, là. sans hésiter, sans hésiter. pilote d'essai. Sûr. Oh, le chat est aussi unanime sur la réponse A, bonne réponse. Le chat très actif, dis donc. Hein, Ouais, on compte sur, On a merci, quand même, merci d'être là. des férus qui sont au taquet là, sur les réponses. Donc un point pour tout le monde. On Mais- passe. C'est vrai qu'à relever, John Travolta, il est pilote et il a son propre avion, il a son propre 37, il me semble. Il avait un 707. 707. Et après, il me semble qu'il a troqué récemment. Alors je sais pas contre quoi. Troqué. J'aurais pas employé le mot troqué, mais Oui, il garde. Il est féru. Il aime beaucoup les Boeing parce qu'il me semble qu'il avait encore un 727 peut-être avant. Et grand pilote, fanat de beaucoup de l'aéronautique. Je crois qu'il était même venu une fois au Bourget il y a peut-être 5-6 ans. Prochaine question. Sur quel avion Antoine de Saint-Exupéry a disparu le 31 juillet 1944? C'est un anniversaire qu'on a fêté il y a quelques mois. j'ai pas rigolé suite à ça, je rigole suite à la réponse. Donc les Évidemment. réponse A, le Caudron Simoun. Réponse B, le P-38 Lightning. Réponse C, le P-40 Warhawk. Ou réponse D, le Boeing 737 MAX. Encore une fois, facile. J'ai dit la dernière, je vous laisse. Oui. Delta, qu'est-ce que vous en pensez? Évidemment. Non. Nous sommes une émission sérieuse. On joue vraiment. Évidemment, bien sûr. On joue pour gagner absolument rien, mais on joue pas. Bon, tout le monde s'accorde sur le même ou pas? Vous avez Suite. une idée? C'est le rappel BIA. Oui, c'est ça. Exactement. Bah, allez-y, il faut se lancer. Hein. Moi j'aurais dit la. Le Charlie? Ah, moi j'aurais dit la A. Je dis là aussi. La A pour les deux et la Charlie? Le Charlie, je... Ok. ils sont bons, c'est pas des- Ok, le chat, on a du A, du B, du B, Ouais, c'est- du B, du B. Ah, Et mais c'est sûr bon, que c'est le pas chat ça. était un peu Ouais. plus aiguillé, c'était bien un P-38 D'accord. Lightning. Ah, je pensais que c'était un avion français qu'il était. En un fait, petit truc. ce qui s'est passé exactement, Antoine de Saint-Exupéry s'était engagé dans les forces aériennes françaises libres, les FAFL. Ouais. Oui. Alors il était assez vieux, entre guillemets, dans la limite d'âge, donc il a quand même beaucoup bataillé avec sa notoriété, c'était pas facile, mais voilà. Il volait sur P-38 Lightning, donc c'est un bimoteur américain qui est arrivé à la fin de la guerre et qui a été assez emblématique. Alors lui, il volait sur une version de reconnaissance, c'est-à-dire bon, c'était pas armé en fait, c'est surtout pour prendre des photos de reconnaissance. C'est un avion qui volait quand même à assez haute altitude et qui avait du mal à être intercepté. Mais malheureusement, voilà, sa disparition était un peu mystérieuse. On n'a pas réussi à trouver l'avion tout de suite. Il y a eu vraiment une grosse controverse un peu autour de qui a trouvé l'épave ou pas. Mais de cet appareil. Mais voilà, il a disparu le 31 juillet 1944 entre les côtes françaises et la Corse. C'est là où il était stationné, pas très loin de Bastia, lorsqu'il était reparti. Ça fait un point pour le chat. Et on va pouvoir passer à la prochaine question. J'étais perdu, il n'y a que le chat qui a eu. Oui, il y a Oui. qu'un Ouais, point qui que est pour le le chat. Ouais, j'ai pas fait le Tiens, topo, ce qui on fait va que laisser. Antoine a 3, que 4, 3 5. points. Hein. Ouais. Moi je savais que c'était un truc de reconnaissance, mais je Le- pensais que le- c'était un petit coucou. Le Caudron Simoun, c'était l'avion emblématique de Syntex, notamment parce que on le voit Ouais. beaucoup sur le Petit Prince. Ouais. Parce que, voilà, c'était vraiment. Et justement, je pensais qu'il Oui. était à la fin, il était retourné, il faisait de la reconnaissance avec plutôt des petits. Ah, Ouais, j'ai- malheureusement, j'ai- il n'y avait pas de Ça, c'est... l'altitude nécessaire pour. Non, mais tu pour vois, se lever genre, de terre. Non, mais oui, ouais. c'est un avion qui avait quand même été iconique Emblématique. pour Syntex. Prochaine question. Sur un DR400, combien y-a-t-il de crans de volée? Réponse A, 1. Réponse B, 2. Réponse C, 3. Réponse D, 4. Alors, moi, pour avoir volé que 2 fois dessus, au tout début de formation, il me semble qu'il y en a 2. Ok. Antoine, t'as une expérience sur DR400 ou pas du tout? Un petit peu, ouais. Ok.
Il y a 2 crans de volée. Ok. Ok. Est-ce que le chat a la réponse? Tadadada, ça parle. C'était pas avancé. Ça parle de la réponse C. pour moi. C'était bien pourtant la réponse B, le 2. Bon, très bonne intuition, ça va, ça remonte pas trop longtemps non plus. Apparemment, il reste quand même des connaissances sur le DR400. C'est bien 2 crans de volée, hein, si on compare au PA28, comme vous en parliez avant, c'est 3 crans. Même si on va sur des avions de ligne, c'est jusqu'à 4 crans. Voilà, ça fait pas mal. C'est moi ou t'as pas encore fait de questions militaires presque? Ah non, mais Ça va venir et là je pense ça va être dur. les plus durs vont être forcément des militaires, voyons. Donc on a un point pour Christophe, un point pour Lenny, un point pour Antoine. Apparemment dans le chat. Christophe, il a pas eu trop de Gratuit, points, non, il s'est non, pas non, trop c'est avancé. un peu gratuit, non, je suis pas avancé. Je le mérite pas. Ça proteste dans le chat parce que il compte le 0 degré. Malheureusement. C'est la config glisse, c'est pas un ouais, cran de c'est volet. ça, c'est pas un cran de volet. Config glisse plus de crans de Aïe, volet. aïe, Le aïe. débat. Attention. Ça débat pour rien. Non, mais c'est moi le modérateur. Je décide ce que je fais. La dictature, vous connaissez. Prochaine question. Sur quel avion a pour la toute première fois décollé le LEAP? Donc le CFM LEAP. Réponse A, Airbus A320 Neo. Réponse B, Airbus A380. Réponse C, Boeing 737 MAX. Réponse D, Boeing 747-100. Alors, Moi je laisse répondre parce que j'ai la réponse, je vous laisse dire et je dirai après parce que je suis à peu près sûr. d'accord. Et c'est bien à l'Alexandre cette question. Moi, je me pose une question, est-ce que quand vous dites à décoller, c'est-à-dire en test, ou alors, parce que des fois les moteurs ils les mettent sous d'autres avions avant d'équiper Ouais, la flotte. c'est en test. C'est-à-dire Ok. que c'est la première fois que le moteur a tourné sur un avion Ok. pour faire et a été en vol finalement. Ok. Moi j'aurais dit Delta alors. Attends. Donc, pas Alpha, déjà. Non. Voilà. Et après, entre le 47 ou le 80. Moi C'est j'ai bon. bien l'image du. Ah, c'est vrai, entre le 47 et le 80, bah oui. Ouais. Euh, Moi, j'ai l'image du 80 aussi. Je sais Je pas. me trompe pas. Ta carrière est en jeu, Antoine. Je vais rester Ah, sur le c'est que ça me 47, fait c'était douter. le premier G, 47. Ok. Bon, moi, je tente 80 alors, pour voir. Ok, d'accord. Donc réponse A, réponse Ah, D. Réponse A, réponse B, pardon. Je- Et réponse D, c'est ça. Tout à fait. Moi je suis sur la D, Ok. Nico, Ok. et Ouais. celui de G, Ok, d'accord. je pense. Dans je me le trompe chat, ça peut-être. parle de la réponse A, la réponse A, la réponse A. Ouais, parce que Eh c'est ben, décollé. ouais, La c'est ça. décollé. bonne réponse, c'était la réponse D. Bon, Antoine, Super. ça va, tu gardes ton poste. Ouais. C'était bien le 747-100 de General Electric, Ouais. donc qui est dans ce binôme avec Snecma à l'époque, mais aujourd'hui c'est Safran. Sachant que voilà, il a décollé pour la première fois sur le 747-100. Après, bon, il a occupé une place majeure dans les programmes du 320 Neo et du 737 Max. Maintenant, une petite question un peu plus pointue pour toi, Antoine. Et est-ce que tu sais quelle version de ce moteur a volé pour la première fois? Quel Ah. si c'est un A, A, un B. ou un C? Euh, C'est une petite question bonus comme ça, gratuite, pour savoir si tu as l'information. Celui qui a duré. Alors attends. C'est pas du 1B. Je pense que c'est du 1A ou même du 1C, parce que le 1C a été lancé très tôt, mais je pense quand même que c'est du 1A. Ouais, bah, dommage, c'était le 1C. Ah, tu vois, je Ouais, savais qu'il y avait voilà. entre les deux, Bon, ça va, t'étais quand Ouais. même bien aiguillé parce que le 1C, ouais, ça a été un des premiers après. Ouais. à faire les tests. Mais ça s'est joué à peu de choses près, hein. Je crois que ça Ouais. s'est joué à 2 ou 3 mois Ça entre le 1 et ça le a volé 1C. quand même très très vite. Ouais. Entre le moment où c'est passé sur 320 aussi et le 747, c'est allé assez vite. Le 1C qui équipe les Comac. Exactement. Donc, est-ce que Joris a besoin que je fasse un... Non, il a tout mis Il à suit, jour là. pour les points, bravo. On passe à la prochaine question. Ça va, ça Un vous plaît le peu- petit quiz? là, oui, oui, Vous êtes augmente concentré, hein. Un peu la difficulté. Aïe, aïe. Dans quel avion Jones. Indiana Jones saute-t-il en radeau dans Indiana Jones et le Temple Maudit? A. Un Junker 52. B. Un Douglas DC-3. C. Un Ford Trimotor. Ou D. Un Airbus A400M. Alors, le Temple Maudit, c'est C'est le deuxième film. le deuxième, celui que j'ai le moins J'ai vu. pas vu. C'est celui que. Parce que. Donc c'est une scène où et c'est au début du film. Ils ont les pilotes en fait sont des méchants, donc ils sautent en parachute. Ok. Et au final, pour s'en sortir à 3, ils prennent un radeau pour sauter de l'avion. Donc c'est vraiment dans les 20 premières minutes du film. Ah, j'ai. Il n'y a pas d'idée? Est-ce que le chat... Moi j'aurais dit la alpha. Parce que si, par logique,
Si c'est des méchants, pourquoi pas l'avion de construction allemande. C'est pas faux, c'est Et pas comme faux. dirait OSS, c'est toujours les nazis qui ont le mauvais rôle. Ouais, j'hésite entre A ou B en tout cas. Moi j'aurais dit. Allez, moi je te fais confiance. Sur Eh l'intuition. ben, donc vous partez tous sur Bah, moi je tente la B pour donc voir. BAA, c'est ça? Tout à fait. Ok. Et ben la bonne réponse c'était la C. Ah ouais. Facile à avoir. Ouais. Fort Fort Trimotor. Trimotor, c'est un avion. Je sais pas quoi ça déjà, ressemble. ouais, c'est assez. Il y en a encore beaucoup qui volent aux États-Unis. C'est des vieux trucs, c'est trimoteur, bon, comme dans le nom, Bien vu. avec une aile haute. C'est assez massif. Et donc oui, c'est un avion qu'on voit apparaître dans le film et qui aujourd'hui est même exposé dans un musée aux États-Unis. Donc si vous êtes un fan d'Indiana Jones, vous pouvez revoir cet avion mythique. Le chat avait parlé de la réponse A. Donc bon, personne n'a le point. Ça veut dire que Celle-là, la t'as question été était chez- assez dure. Ouais, T'as été la chercher un peu loin quand même. Mais très intéressant. J'irai voir ce comme que c'est ça, qu'un la Fort prochaine- Trimotor c'est ce ça, La soir. prochaine fois que tu verras le film, si tu le vois un jour. Et puis il y a tu beaucoup pourras- d'avions dans Indiana Jones. Ah aussi. oui, Ouais, c'est vrai qu'il y en a dans- pas mal. Mais il y en a pas mal qui sont aussi pas très. Enfin, qui n'existent pas. Oui, c'est vrai. Qui sont un peu fictifs. Un peu à l'image de Tintin. Prochaine question. Lequel de ces avions de chasse est le plus vieux? Là, je te retrouve. A, le A10 Warthog, B, le F-15 Eagle, C, le F-16 Viper, D, le Mirage 2000. Bon, ce que je parle, je précise quand même, parce que je pense que la question va être posée. Donc le plus vieux, c'est le premier à avoir fait un vol d'essai, mais ça peut aussi inclure la mise en service, parce qu'ils ont le même ordre C'est à peu entre près les deux. pareil. D'accord. C'est ça. Donc voilà, est-ce que quelqu'un a une idée? Je pense que déjà on peut enlever F16 parce qu'il a été après le F15, déjà. Ensuite, entre le F15 et le A10, moi je dirais Ok. que le F15. Après le Mirage 2000, il a commencé. Ouais. tôt, quand Ouais, il a même. commencé tôt. Juste Mirage ça, c'est 2000, après le- Moi je pense c'est que après ça se le- jouerait entre. Mirage 2000, je pense que ouais, c'est. Moi j'irais bien Mirage 2000. Parce que c'est Alexandre. Ah ouais? Non, en vrai, je sais pas. Je F15. risque à la réponse qui se moque de nous. Non, ouais, Donc est-ce que c'est ton dernier mot, Antoine? Allez, Mirage 2000. Vous validez tous Mirage 2000? Je vais prendre le F15 juste pour changer. Ok, Allez, vas-y. le chat ça parle de la réponse D, du F16 et la réponse D. Donc Mirage 2000 ou F16. Question piégeuse, c'est Ouais, le c'est le A10, Le le A10 Warthog, qui est en fait assez vieux, hein, qui a commencé donc comme déjà il y avait une bonne déduction. Le F15 est venu avant le F16, le A10 est venu encore avant le F15. Et le Mirage 2000 est venu après, c'est-à-dire que le F16 est sorti un peu après le Mirage F1, donc qui est venu juste avant. Je vais perdre tout le monde dans les dénominations, mais grosso modo, au même moment, les avions qui s'affrontaient sur les marchés, c'était Mirage 2000, pardon, F16 et Mirage F1. C'est pour ça que le F16 a une cote monstrueuse. Et le Mirage 2000 est venu après, pour concurrencer ce qui fait très bien le F16, mais un peu trop tard sur le marché. Ah, je pensais les premières Donc, versions, donc malgré une deuxième saison, j'ai encore des ouais. choses à prendre sur le Mirage 2000. Et Quoi. c'est pour ça qu'il y en aura plein de conneries sur le Mirage 2000. Non, donc le A10, oui, qui a eu plein d'évolutions qui volent encore aujourd'hui, mais qui est assez vieux. Prochaine question. Donc les points, personne n'a eu de points. Quelle est la compagnie aérienne la plus ancienne à toujours opérer sous son nom d'origine? Réponse A, Air France. Réponse B, KLM. Réponse C, Lufthansa. Et réponse D, British Airways. Une question plutôt axée sur les avions de ligne, les compagnies aériennes. Ah, Joris, faut nous aider. C'est vrai que moi, ce genre de trucs, je les ai pas. Pas une idée? Moi je pense qu'on peut enlever, KLM. Je pense. Moi j'allais dire, alors, je sais pas si je dis une bêtise, que KLM c'est très vieux, mais je sais pas s'ils ont gardé le même nom depuis. En vrai, il y a moyen. Hein. Moi j'aurais Alors, dit déjà, j'enlève Air France, Luft. Oui. British quand même, c'est. Ouais, je crois qu'il y a des. Oui, c'est- alors c'est- il me c'est- semble. C'est la fusion de plusieurs compagnies à un moment aussi, Oui. donc je pense. Air France c'est une fusion. Ouais. Ouais. Ok. Allez, la B. Moi j'aurais dit KLM, mais il me semble même que KLM c'est peut-être la plus ancienne. Je sais pas si je dis une bêtise en disant ça. Ah, c'était peut-être dans. Oui, peut-être. Moi je mets British. Ok. Donc British et KLM pour vous deux. Et le chat? Et le chat qui répond, réponse B, KLM, B. Eh bien c'est bien KLM qui est la compagnie la plus ancienne à avoir gagné son nom d'origine. C'est tenté. C'est pas.
et qui est parmi les premières compagnies. Alors c'est pas la toute première, mais D'accord. effectivement elle est dans les toutes premières, dans les pionnières. Air France comme British, vous l'avez précisé, est venu d'une Une fusion. fusion de plusieurs autres compagnies. Luft, il me semble que ça a été la même chose, un peu dans les mêmes années, les années 20-30. Mais voilà, donc bravo, le point pour la commu, Antoine. Et c'était lequel de vous deux qui avait Lenny. Bon bah Lenny aussi a un point. Ce qui fait, on va faire un petit bilan aussi sur ces points. Ça fait beaucoup de questions, Antoine tout ça. qui se plaignait quand même tout à l'heure, est en tête avec Lenny et la commu à 6 points. Tu Et mets qu'une juste question de derrière- militaire en même temps, une seule, donc c'est bon. Hein. Ouais. J'aurais dû en mettre plus. Juste après, talonné par Christophe. Prochaine question. Non. Et Ah non, bah voilà, c'était fini. c'était la Désolé, fin. j'avais envie d'en mettre une dernière. Parfait. Pas de soucis. Mais bravo à tous pour avoir participé, bravo au chat qui est quand même à égalité avec les premiers de ce classement. Ah, on commence à mettre beaucoup de points à Antoine, là on veut lui mettre un avantage apparemment à la régie. C'est pour que j'arrive à l'heure la prochaine fois, Mais ça. je me vengerai sur les prochaines émissions avec un quiz encore plus dur pour Antoine. Merci d'avoir participé, merci au chat et puis on se retrouve pour le quiz dans 2 semaines. Mais restez quand même pour la fin de l'émission, le toujours. quiz dans 2 semaines. Mais Ah. nous avons quand même, on va terminer en douceur cette émission. Alors je vous propose de profiter de la présence de nos invités une petite dernière fois pour un petit Fast and Curious très très rapide. Alors je vous propose, vous répondez comme vous voulez, soit vous regardez, vous répondez en même temps, soit chacun à votre tour. Qu'est-ce que vous préférez? Ok. Qu'est-ce que c'est une question du coup? Voulez-vous regarder, C'est répondre spontané en même temps. C'est spontané. Allez. Ok, ça marche. Et au pire, Surtout vous qu'il pouvez y a avoir pas des de- réponses différentes. Oui, il n'y a hein, pas de ça me va mauvaise aussi. réponse surtout. Bien c'est sûr. ça. Ça marche, mais vous répondez en même temps. Alors c'est assez simple. Si jamais il y a des trucs, vous avez aucune idée, vous avez le droit à un joker. Mais sinon, c'est une des 2 réponses. Ça D'accord. marche? D'accord. Et ben on est parti. Razmot ou on top? Razmot. Rasmut, ouais. Dormir en hôtel ou sous l'aile d'un avion? Sous les Sous un avion, ouais. Avoir un problème technique ou une météo compliquée pendant le tour? Une météo. Météo compliqué, ouais. BIA ou PPL? PIA. BIA ou PPL? Ah, j'ai pas dit qu'elles étaient bien mes questions. Non, pas de soucis. Moi, je vais dire BIA aussi parce que c'est une grande porte d'entrée pour le PPL. Ok. Vol de nuit ou IFR? Ah. Vol de nuit. Moi, j'ai pas encore fait le vol de nuit, donc j'ai jamais. Après, en tant que passager, c'est quand même très beau la nuit, je pense. Donc, je dirais vol de nuit. Ok. Formation en simulateur ou vol privé? Vol privé. Vol privé. Ouais. Ouais. Pilote d'affaires ou pilote en compagnie? Joker. Ah oui, là, c'est là le joker. Je Ok. pense qu'on va utiliser là. Premier vol ou lâcher solo? Lâcher solo. Lâcher solo. Bon voilà, c'est tout pour le petit Fast and Super. Curious. Merci beaucoup. C'est concis, vous avez répondu, franchement, non, nickel, en même temps, il y a pas... C'est très bien. On finit l'émission avec le classique petit tour de table des recommandations. Alexandre, Exactement. je te laisse commencer. Qu'est-ce que Eh tu ben, nous as... Cette préparé. semaine, pour un retour en force, on lâche pas toujours du militaire, hein, une petite reco autour... T'en démords pas. Une petite reco, ce week-end, samedi, vous pouvez retrouver au Grand Rex sur Paris un ciné-concert Top Gun Maverick. Donc il reste encore des places, n'hésitez pas. Ça fait toujours du bien de revoir ce film qui a quand même marqué le post-Covid et toujours aussi sympa, des très belles images et puis une musique aussi qui doit être sympa d'avoir à grandeur nature. J'imagine bien. À vous, à votre tour, vous avez une petite idée de Je t'en prie. Ok. de recommandation. Alors, moi, j'aimerais recommander quelque chose pour les jeunes. J'aimerais recommander le magazine L'Aérophile, parce que c'est de la très vieille documentation sur l'aéronautique, avant même qu'on ait fait le premier vol motorisé. Donc c'est un magazine qui est disponible en PDF sur je ne sais plus quel site, mais je crois que via l'Aéroclub de France, c'est possible de trouver le lien. Et donc il y a toute l'aéronautique avant même qu'on ait pu réussir à voler en avion, je parle parce qu'on avait déjà volé en ballon à cette époque, il me semble. Donc c'est vraiment très intéressant, on comprend vraiment comment les gens réfléchissent à faire voler la machine, et c'est très intéressant pour les jeunes, je pense. Même si c'est un peu vieux, je pense que c'est intéressant. Donc c'est l'aérophile, indémodable. une revue, on trouve, Exactement. on trouve des En extraits. PDF. Totalement gratuit. Ouais, oui, Facile d'accès. exactement. Merci pour cette recommandation. Non. À ton tour. Bah, moi, je recommande, je pense, une expérience qu'on a eu tous les deux, le musée de l'Aile Delta à Tismons.
Donc je pense qu'on a la petite photo dans le Concorde ensemble tous les deux. C'est un petit musée tenu par des passionnés, très, très accessible, hein, très peu onéreux, la place c'est presque donné. Vraiment on peut être au pied du Concorde, on peut rentrer dans le cockpit, faire des photos, et même pour la petite surprise, la verrière et le nez qui bougent quand les pompes marchent. Ok. Je recommande aussi. On avait la photo tout à l'heure. Eh bien, écoutez, merci. J'ai une dernière petite. Ah oui, je vais pardon, aussi faire- désolé. T'allais Je sais couper pas, la parole. Alors Bah, attends, tiens, je vais Antoine, faire quelle une est ta petite recommandation alors? Alors on avait le plaisir de recevoir Vincent de Stardust l'année dernière pour une émission sur le spatial, donc avec sa chaîne YouTube de vulgarisation spatiale et aéronautique entre autres. Et donc comme il nous l'avait annoncé lors d'émission, il a sorti un livre aux éditions Hachette sur l'histoire des navettes spatiales. Donc c'est génial, ça retrace, donc voilà, ça s'appelle Navette spatiale. Ça retrace les 30 ans d'épopée des navettes spatiales. Donc on connaît tous, enfin en tout cas on a tous au moins entendu les noms, même sans être un grand passionné, de Columbia, Challenger, Discovery, et j'en passe, qui ont pu lancer les premiers satellites, puis les premières sondes, mettre en place l'ISS et lancer Hubble, enfin voilà, il y a une grande partie du spatial qui est liée à ces navettes. Et donc voilà, ce beau livre, il est très long, très documenté, comme on peut le voir sur ces vidéos, avec beaucoup d'images d'archives et un travail de recherche très fourni. Donc voilà, c'est ma recommandation du jour. Ce beau livre qui est sorti donc hier. Oh, bah, On peut le trouver un peu partout. Merci Antoine, ouais, c'est un livre qui donne envie juste avant la couverture. Je m'engage d'ailleurs sans l'avoir lu, j'ai pas encore eu le temps depuis hier, on va pas se mentir, mais en tout cas, Vincent nous l'avait bien vendu. Eh bien, je pense qu'on arrive à la fin de cette émission. Merci à vous deux d'être venus nous présenter votre projet. Merci à vous. Merci de nous avoir reçus. Ça vous a plu. Merci Alexandre pour cette nouvelle émission. On a lancé la saison 2 comme il faut, tu penses? Ah ben, je pense qu'on a fait fort. Il va falloir que je revoie peut-être le quiz pour augmenter la difficulté. Ah là là. Mais merci surtout à toi Antoine d'être toujours à mes côtés, d'avoir su animer cette émission d'une manière comme personne n'est capable de faire. Oh, si Joris s'en sort encore mieux, on le retrouve dans 2 semaines. Donc voilà, on reprend les jeudis 2 fois par mois à 20h. Et n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et allez voir aussi Christophe, Eleni et les ailes de demain sur Instagram pour suivre leurs aventures donc à partir du 20 novembre. Exactement. C'est ça. Elle, le petit 2, demain. Voilà, on mettra tout sur les réseaux. Merci à tous, merci au chat d'avoir été aussi actifs et puis bien, bonne soirée à tous. Au revoir.